peuvent aussi se qualifier s'ils gagnent à Montferrand. Alors on va retrouver nos premiers envoyés spéciaux, Frédéric Viard et Philippe Sella à Montferrand. Le perdant de ce match ne pourra plus prétendre au bouclier de Brennus. Et Frédéric, on va rappeler que c'est une mauvaise habitude qu'ont les Montferrandais chaque année de faire durer le suspense jusqu'à cette dernière journée. Oui, effectivement, Eric, déjà l'an dernier, à la même époque, ils avaient joué leur saison, leur qualification en play-off sur le dernier match face à Narbonne. Alors les supporters, eux, vivent ça de plus en plus mal au fil des saisons. Les joueurs, eux, bien malgré eux, en ont l'habitude. Alors la question de savoir, Philippe, est-ce que pour ces joueurs c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient d'avoir l'habitude de ce type de rencontre? Alors Fred, bien qu'il existe une nervosité ambiante sur Clermont, les joueurs, c'est vrai, ont l'habitude d'un style de match couperé. L'avantage pour eux, c'est de posséder dans leur effectif des joueurs d'expérience comme Brouzet, Merceron ou Viers, capables de bien maîtriser toute cette situation de pression énorme et d'enjeu sur de tels matchs. L'inconvénient, c'est de jouer peut-être un petit peu trop souvent avec le feu et donc de se brûler les ailes, peut-être, surtout si Grenoble joue avec beaucoup d'engagement physique, s'ils ont une grande qualité de jeu aujourd'hui ici à l'ASM. Deux mots, Eric, sur les compositions. Du côté de Grenoble, vous en parliez, pas de Frédéric Benazèche ni d'Alexandre Chazalet blessé. C'est le jeune Carmona qui butera aujourd'hui, ce sera important. Du côté de l'ASM, on le savait, pas de David Bory ni d'Olivier Magne, mais le grand retour de Tony Marche qui sera sur le banc. Le stade est comble, il pleuvait tout à l'heure. Pour le moment, ça tient, on croise les doigts. Merci Frédéric, on vous retrouve dans quelques minutes. Regardez la belle mosaïque préparée par Jean-Jacques Absalem qui va nous amener sur la deuxième affiche de ce multi-rugby Bourgoin Stade Français. Voici comment les Bergaliens peuvent se qualifier pour les playoffs. Il faut qu'ils battent le Stade Français CASG ou qu'ils fassent match nul cet après-midi. Nos envoyés spéciaux au Stade Pierre Rajon sont Stéphane Le Goff et François Duboissé. On va rappeler, Stéphane, que ce match a aussi un gros enjeu pour les Parisiens. Effectivement, Eric, les Parisiens viennent chercher une éventuelle qualification directe pour la prochaine Coupe d'Europe. Évidemment, ça passe par une victoire ici au Stade Pierre Rajon. Et c'est l'info du jour, le Stade Français qui a titularisé aujourd'hui Peter De Villiers en pilier droit. Ça fait un mois qu'il n'a pas joué en championnat, il avait joué en Coupe de la Ligue. Pourquoi Peter De Villiers? Tout simplement parce que Pablo Lemoine, le pilier habituel à droite, lorsque De Villiers n'est pas là, a dû déclarer forfait. Beaucoup de forfaits. François aujourd'hui côté du Stade Français, Fabien Galtier, le meneur de jeu, mais aussi dans les lignes arrières, Liebenberg. Ça fait peut-être un peu beaucoup côté Stade Français pour venir chatouiller cette équipe de Bourgoin quand on connaît le parcours de Bourgoin à domicile. Effectivement, Bourgoin, on l'a dit tout à l'heure, vous avez dit Stéphane, invaincus à domicile, ils sont intouchables, on ne va pas dire intraitables, mais presque à domicile. Ils ont cependant concédé un match nul en début de saison, il ne faut pas l'oublier, mais à chaque fois qu'ils ont reçu une grosse équipe, 35 points de moyenne, ça c'est le chiffre de la journée, on va dire, et forcément les Parisiens auront du mal peut-être à suivre la cadence aujourd'hui. Et il y aura 10 000 supporters tout à l'heure pour pousser cette équipe du CSBJ vers les playoffs évidemment. Merci Stéphane, grosse ambiance sur tous les stades. Alors on a parlé de Montferrand, de Grenoble et de Bourgoin. Il y a une quatrième équipe qui peut prétendre à la qualification dans cette poule, c'est Bordeaux-Bègles. Mais là, regardez, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que Bègles gagne à Castres, mais dans le même temps que Montferrand batte Grenoble et que dans le même temps, le Stade Français gagne à Bourgoin. Trois conditions donc pour que les Béglés, qui sont en train de terminer leur échauffement sur la pelouse du stade Pierre-Antoine, puissent arracher la quatrième place qualificative, sachant que Castres, qui sera privé de Raphaël Ibanez, qui est victime d'une gastro-entérite, a aussi absolument besoin de la victoire pour garder des chances de se maintenir dans le top 16 et de ne pas être relégué. C'est Xavier Giraudon qui suivra ce match pour nous. Et le dernier match de cette poule 1, c'est Montauban-Biarritz. Biarritz, les champions de France. Ils sont qualifiés depuis belle lurette, mais vous avez compris, il faut qu'ils réussissent un résultat, sinon le Stade Français pourrait les doubler. Et le premier de chaque poule étant qualifié pour la Coupe d'Europe, il y a quand même une belle carotte à l'arrivée. Judith Soula suivra pour nous Montauban-Biarritz. Voilà Philippe pour les enjeux de la poule 1. Je récapitule. Lutte entre Biarritz et le Stade Français pour la première place. Et puis Montferrand, Grenoble, Bourgoin et Bordeaux-Bègles qui vont essayer d'arracher les deux places qualificatives. Multiplex, ça peut rimer avec complexe, je l'avoue. Oui, mais on a bien saisi quand même, parce que c'était bien expliqué. Et puis ça va aller encore un peu mieux, parce que maintenant, si on s'adresse au match de la poule 2, si je puis dire, là, c'est un peu plus décanté. Le classement est plus facile à voir et les choses sont moins complexes. C'est vrai, c'est plus simple. Regardez-le avec le classement de cette poule 2, où Agen est assuré de terminer premier. Toulouse ne bougera pas de la deuxième place, ni Perpignan de la troisième. Il reste donc une quatrième place qualificative. Elle se jouera entre Pau et Narbonne. Le programme de cette 14e journée, un match de gala, Toulouse-Agen, deux matchs décisifs, Mont-de-Marsan-Pau et Narbonne-Béziers, un match avec un petit peu moins d'enjeu, c'est Perpignan-Colomiers, même si pour Colomiers, ce match est important. Alors, premier candidat à rejoindre les playoffs, c'est une grosse équipe, c'est l'équipe de Pau, l'équipe de Trailles et d'Harry Nordoki. Voici la condition
pour que Pau soit en play-off. Les conditions plutôt, il faut qu'il gagne à Mont-de-Marsan ou qu'il fasse match nul. Nos envoyés spéciaux au stade Guy Boniface sont Stéphane Etcheverry et Francis Delteral qui vont nous rappeler que l'an dernier, sur cette même dernière journée, les Palois avaient raté leur qualification pour les playoffs. Oui, salut Eric, c'est vrai, les années se suivent et se ressemblent un petit peu. Pour la section paloise, les données du problème, vous venez de les préciser. Une victoire ou un match nul propulserait directement l'équipe de la section paloise en play-off. Tout se jouera donc ici à Mont-de-Marsan et pendant 80 minutes pour Pau qui a aligné sa très grosse équipe. On n'a absolument pas fait l'impasse sur cette rencontre avec notamment Damien Traille et Imanol Arinordoki. Mais même avec ces deux internationaux, Francis Delteral, il sera quand même extrêmement compliqué de venir s'imposer dans les Landes. Oui, enfin une certitude, Stéphane, c'est que Mont-de-Marsan, 40 ans après, ne sera pas champion de France quand il est déjà condamné au play-down. Quant à Pau, qui lui avait succédé justement au palmarès en 1964 et qui rêve, pourquoi pas, de succéder au Biarritz Olympique, il faut qu'il gagne ou qu'il fasse un match nul pour se qualifier dans ce top 16, dans le play-off, et donc il ne pourra pas faire l'économie du grand jeu pour réussir son truc aujourd'hui. C'est une ambiance de phase finale ici au stade Guy Boniface qui sera plein pour l'occasion. On attend plus de 10 000 personnes, dont 2 000 ou 3 000 Palois qui n'ont pas tardé à faire le déplacement. Coup d'envoi de ce Mont-de-Marsan-Pau comme sur tous les terrains du top 16 cet après-midi, 15h10. À tout à l'heure. Et confirmation que l'affluence sur les terrains du top 16 est en hausse partout. Deuxième équipe intéressée par la qualification dans cette poule, c'est Narbonne. Narbonne qui n'est pas maître de son destin. Voici les conditions pour que les Narbonnais se qualifient. D'abord, il faut qu'ils battent Béziers, mais dans le même temps, il faut que Pau perde à Mont-de-Marsan. Alors c'est Rodolphe Pires qui est notre envoyé spécial à Narbonne. Où Rodolphe, je présume que les supporters vont avoir l'oreille collée au transistor. Oui, absolument. Bonjour Eric, bonjour à tous. Soyez donc les bienvenus ici au Parc des Sports et de l'Amitié où on s'attend évidemment à un match de feu dans ce derby entre Narbonnais et Biterrois. Vous avez rappelé les conditions de qualification pour l'équipe de Narbonne, c'est pas compliqué. Il faut aujourd'hui s'imposer en espérant un faux pas de l'équipe de Pau à Mont-de-Marsan. Et pour ce qui est de Pau, on peut être certain aujourd'hui que les Biterrois vont chèrement vendre la leur pour mettre des points de côté en vue de la phase qualificative, de la phase de relégation des play-down. Au chapitre des nouvelles des joueurs, sachez que l'équipe de Béziers va se passer de Pierre Mignoni aujourd'hui, blessé, une entorse à la cheville, et que Jérôme Gendre, aujourd'hui, lui, sera bel et bien là pour défendre les couleurs de Narbonne. En tout cas, on espère vous retrouver souvent pour des essais ici, car le public, croyez-moi, est chauffé à blanc, parce qu'en Narbonne-Béziers, c'est décidément pas du tout un match ordinaire. A tout de suite. Qu'il y ait du suspense et on viendra vous voir souvent au Parc des Sports et de l'Amitié, Pau ou Narbonne. Réponse dans un petit peu plus de 80 minutes. Alors ce multi-rugby va nous offrir aussi une formidable affiche de gala entre Toulouse et Agen. Agen premier, Toulouse deuxième. Les Toulousains ne peuvent pas rattraper les Agenais, mais quelle affiche tout de même. On va retrouver Pierre Buet, notre envoyé spécial au stade Ernest Vallon pour le paradoxe. Pierre, finalement, c'est peut-être l'affiche qui a le moins d'enjeux, mais c'est aussi l'affiche qui va attirer cet après-midi le plus de spectateurs. Oui, tout simplement un record pour le stade Ernest Vallon, près de 18 000 spectateurs. Le match va se jouer à guichet fermé, plus un seul billet à vendre depuis mercredi de la semaine dernière. Il y a même des fous furieux qui sont venus au lendemain du match aller pour tenter d'avoir des billets, c'est vous dire. Alors l'enjeu de ce match, vous l'avez dit Eric, il est juste une histoire de fierté, d'honneur. Honneur déchu pour les Toulousains, battus 2 fois consécutivement par les Agenais en demi-finale la saison dernière et au match aller au mois d'octobre. Et évidemment, ils vont vouloir prendre leur revanche. Côté internationaux, eh bien, un seul sera sur le terrain aujourd'hui. Il s'agit de Jean-Baptiste Ruet du côté d'Agen. Krinka, Gélèze, Barrault seront sur le banc des remplaçants. Et puis du côté toulousain, Garbajosa, Pelouse, Poitrenaud seront sur le banc. Et Vincent Clerc, j'ai oublié son nom, Vincent Clerc, lui, était au repos carrément. On se retrouve tout à l'heure pour vivre ce match en direct. À tout à l'heure. Merci Pierre. La dernière affiche de ce multi-rugby, Philippe, c'est Perpignan-Colomiers. Perpignan déjà qualifié. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, sauf pour Colomiers quand même, qui a besoin de marquer des points pour assurer son avenir dans le top 16. Voilà, on a fait le tour des 8 affiches de ce multi-rugby. Alors 2 heures pleines de spectacles et de suspense. Vous annonciez tout à l'heure entre 40 et 50 essais. Vous avez un petit quelque chose pour ne... on ne va pas les manquer à l'image, mais pour les avoir à l'oreille avant. Pour attirer l'attention, on a la petite musique traditionnelle du multi-rugby. Alors attention, 1, 2, 3.
Voilà, quand vous entendrez ça, c'est qu'il y aura un essai quelque part. Alors ça c'est un test et le test marche très bien. Bon après-midi, bon y va. multi-rugby. À tout à l'heure, on fera juste un direct à Bordeaux, Bordeaux-Sochaux à la mi-temps de votre rugby. Puis je vous confirme, donc coup d'envoi 17h30 de ce match du championnat de France de Ligue 1. Et Bon pour multiplex. commencer ce multi-rugby, Philippe, forcément, on va prendre la direction du stade Marcel Michelin à Montferrand pour ce quasiment 8e de finale entre Montferrand et Grenoble. On y te retrouve tout de suite, Frédéric Viard et Philippe Sella. C'est parti, messieurs, c'est à vous. Merci Eric, effectivement c'est un match de phase finale. Olivier Mann, tiens, lui est bien évidemment avec les remplaçants et tout le staff. Il a passé la matinée avec les joueurs aujourd'hui. Il était véritablement déçu de ne pas venir, de ne pas pouvoir participer à ce match, mais il souffre de l'épaule, il ne voulait pas aggraver la blessure, il ne pouvait pas être à 100%. Voici les derniers remplaçants de l'ASM qui sortent dans quelques instants. Les joueurs vont sortir sur le couloir, on vous l'a dit, ambiance de phase finale puisque le vainqueur, c'est pas plus compliqué que ça, hein, le vainqueur qualifié. Philippe, on devrait se régaler. Alors, Tony Marsh qui va faire, normalement c'est prévu, hein, il devrait rentrer en seconde mi-temps, son grand retour dans le championnat après son opération à cause d'une pubalgie. Il est, d'après tout le staff de l'ASM, mais en même temps ils vont pas dire le contraire, en pleine bourre. Il est à 120%, lui-même le dit, je ne serais pas revenu si je n'étais pas à 100%. Et le couloir dans quelques instants, on le disait Philippe, un véritable match de phase finale. Mais on le voit hein, avec le couloir là, les joueurs tardent à sortir, ça veut dire que c'est vrai, il y a une grosse pression qui est différente si par rapport au Montferrandais et aux Grenoblois. Grenoble a besoin de gagner pour se qualifier, c'est vrai, mais ils ont fait un très beau parcours jusque-là. Ils ont failli gagner à Biarritz, ils auraient pu peut-être être déjà qualifiés. Mais Montferrand était venu gagner d'un petit point au match aller, donc peut-être qu'ils vont prendre leur revanche. Il y a une grosse pression sur ce match, c'est comme un match de phase finale. Hein. Ah bien sûr. On vous a laissé profiter du visage concentré des joueurs de Grenoble, de Julien Frié, le capitaine marqué. Julien Frié, il a joué ici un match qui était décisif pour Grenoble il y a de cela 2 ans, puisque Grenoble avait été battu ici à Montferrand et avait derrière joué un match de play-off, mais celui-ci c'était pour ne pas descendre en D2, ils avaient perdu, ils avaient derrière passé un an dans le purgatoire de la D2. Et voici la sortie des joueurs de l'ASM avec Coqueril, Marc Reynaud qui sera le capitaine. Le stade, on vous l'a dit, et comble. Les dirigeants de l'ASM nous ont dit qu'ils auraient pu vendre 4 à 5 000 places de plus s'il avait fallu aujourd'hui, s'ils avaient pu, en l'occurrence. Des visages de joueurs très concentrés. Ils savent que c'est pour eux, pour Montferrand, un match hyper important. Le demi-finaliste de la saison passée va peut-être jouer les play-downs ou jouer les play-offs, on le saura dans 80 minutes. Alors il va y avoir un coup d'envoi fictif, Eric et Philippe, pour ce match. Il va être donné par Salim Mechkoun. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est tout simplement un champion du monde de boxe français, Salim Mechkoun, originaire ici de l'ASM et qui va rencontrer le 4 avril prochain son challenger, l'italien Vincenzo Gigliotti. Ce sera un championnat du monde Supercoque WBA et ce sera sur Canal+. Salim Mechkoun qui, le voici. Ce serait bien qu'il n'hésite pas à rentrer. Salim Mechkoun pour donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Le champion du monde auvergnat. Le raccourci est facile. C'est un champion du monde en rugby. L'ASM n'a jamais été championne de France. Philippe, ça va passer forcément aujourd'hui par une victoire. Ah oui, ça peut donner déjà des idées avec ce coup d'envoi fictif. Mais c'est vrai, s'ils veulent jouer les playoffs, il faut qu'ils gagnent absolument ce match. Ça va les amener à avoir une dynamique encore bien meilleure pour la suite. Bien sûr, de faire un match de playoff. Voilà le coup d'envoi fictif donné par Salim Mechkoun. On vous rappelle, le 4 avril prochain, championnat du monde Supercoque WBA face à Vincenzo Gigliotti. Ce sera sur Canal. D'ailleurs, il y aura lors de la même soirée un championnat d'Europe Supercoque avec un autre Français, Maillard Monchipour. Ce sera face à l'Espagnol German Guatos. Le coup d'envoi dans quelques secondes donné par Gérald Merceron. Montferrand, Grenoble, match décisif s'il en est. Coup d'envoi donné par Gérald Merceron. À la réception, Blecky pour les Grenoblois. C'est Antoine Nicou qui a été titularisé aujourd'hui à la mêlée de Grenoble. Il a été blessé sur les 2 derniers matchs et première pénalité sifflée par monsieur le juge. On s'attendait des 2 côtés et à la crainte d'ailleurs de leur en travers d'un gros affrontement devant, puisque les Montferrandais jouent sans pilier droit réel en fait, puisque Zabadze et Hvetia sont blessés et c'est Bozzi, habituellement pilier gauche, qui joue pilier droit aujourd'hui. Ça peut être une des clés du match, c'est vrai, la conquête. Et Jacques Delmas, l'entraîneur de Grenoble, le sait. Il a insisté toute la semaine pour qu'il y ait un gros engagement devant
pour qu'il y ait beaucoup de force dépensée, d'énergie aussi sur la mêlée. Vous parliez de la conquête, l'une des autres clés, ce sera le comportement en touche des Montferrandais qui ne se sont pas beaucoup entraînés cette semaine, avec un lancer qui n'était pas droit de la part de Jeff Martinculé. Ils ne se sont pas beaucoup entraînés, les Montferrandais, tout simplement parce que Brouzet et Olivier Magne étaient avec l'équipe de France. Ils ne sont venus que lundi. Olivier Magne est forfait. Et puis Troy Jack s'est coincé le dos cette semaine, donc on n'a pas pu travailler, changer les lancements cette semaine du côté de l'ASM. C'était l'une des autres craintes de Laurent Travers. Introduction avec cette première mêlée importante, mêlée écroulée. Et pénalité contre le pack de l'ASM. On est à une cinquantaine de mètres des poteaux de Montferrand. Qu'est-ce qu'on va choisir du côté de Julien Frié? Elle est loin, elle est très loin, il y a du vent de face, donc... Vous nous confirmez, Philippe Guillard, sur le bord de la touche, le banc? Oui, c'est justement les Grenoblois qui avaient gagné le toss et qui ont choisi par contre de jouer contre le vent. Donc c'est une tactique de Jacques Delmas, d'imaginer qu'à la mi-temps, il serait encore proche au score pour se permettre de jouer avec le vent en deuxième mi-temps. Et il ne pleut plus toujours? Ah ça, je vous confirme, il ne peut plus pour le bonheur de tout le monde. Et de vous en particulier, vous avez un Frédéric, magnifique juste bonnet. pour vous dire que le Stade français mène à Bourgoin 3-0, une pénalité de Diego Dominguez, et que Narbonne mène devant Béziers 3-0, une pénalité de Jérôme Gendre. Ce lancer de Jeff Martinculé à l'intérieur des 22 mètres de l'ASM. Blecky d'une main impeccable. Allez, ballon dans les bras des avants grenoblois et de Vigna sorti. Nikou avec Corodeanu, stoppé net. Corodeanu qui a profité entre guillemets de la blessure de Chazalet, de la maladie de Chazalet, pour être titularisé aujourd'hui avec Orengo qui a pu donner à Carmona. Carmona bien pris, mise au sol par Aurélien Rougerie. Ce ballon est toujours pour les grenoblois. On est à 25 mètres de la ligne de but de l'ASM avec Julien Frié, le nouvel international A qui a été appelé contre l'Irlande. Et pénalité. Il a gardé le ballon. Pénalité contre Grenoble. Il a gardé le ballon au sol, alors que Grenoble arrive à déployer du jeu, à récupérer tous ces ballons sur les conquêtes. Bon, ils jouent dans le cas adverse. Ils ont confiance en eux, ils sont dans une bonne dynamique. Il faut qu'ils marquent très rapidement s'ils veulent rendre encore plus fébriles les Montferrandais. Ils savent qu'ils ont une chance. L'entraîneur Jacques Delmas disait 1 sur 10, mais 1 sur 10... il a déclaré dans la presse régionale 1 sur 10, il pensait plutôt 5 sur 10. Hein, oui. Même si... Ça peut être de l'intox un petit peu. Oui, et puis l'ASM est la meilleure défense à domicile cette saison au championnat. C'est vrai qu'ils n'ont pas été brillants à l'extérieur avec une victoire pour 5 défaites. Mais à domicile, ils n'ont perdu qu'une fois face au champion de France en titre, Biarritz. Avec une intervention de monsieur Juge qui est bras cassé contre les Grenoblois. Frédéric, égalisation de Bourgoin, pénalité de Péclier. Bourgoin 3, Stade de France est 3. Et la chandelle de Gérald Merceron dans le ciel de l'ASM et à la réception. Ouais, ballon récupéré par Elvis Vermeulen qui s'écroule sur la ligne des 22 mètres avec le relais derrière de Cockerill. Sudre qui a été bien gêné. Le ballon sera rendu au Grenoblois avec un en avant. La très belle chandelle là, de Gérald Merceron qui permet au Montferrandais de revenir dans le cas adverse. C'est dommage, il a manqué de soutien sur le porteur du ballon. Oui, j'avais annoncé en avant Grenoblois. Non, c'est un en avant de Nikou. Et ballon récupéré par les Montferrandais sur cette mêlée qui tourne. Ballon qui a essayé de sortir rapidement Elvis Vermeulen. Il a le soutien de Debert qui a échappé le ballon. Récupéré par Marqueville. Le coup de pied de Nikou est le premier sur ce ballon. Attention, les jambes de Plisson. Et le premier sur ce ballon, c'est Gérald Merceron qui a été gêné mais récupéré par Aurélien Rougerie. La relance d'Aurélien Rougerie. Ouais, il a oublié à sa droite. Ballon toujours pour l'ASM avec Jimmy, avec Ngono et en avant de Jimmy Marlu. Attention, ça c'est peut-être un peu de nervosité due à l'enjeu de la rencontre. On a vu sur les conquêtes Grenoble qui est bien en place. Et là sur cette relance, un en avant. C'est vrai que le ballon est légèrement glissant peut-être, mais il avait aussi des gants là. Alors ce sera une mêlée, introduction Nikou pour Grenoble. Et que dit monsieur le juge? Avertissement pour les Montferrandais. Et du côté de Bozzi, qui n'a pas l'habitude d'être à droite. Oh, ça s'est écroulé. Côté gauche de Grenoble et intervention de monsieur le juge. Et pour répondre à monsieur le juge, c'est effectivement Marc Reynaud, le capitaine de l'ASM aujourd'hui. Depuis que Olivier Mann, entre guillemets, a rendu le brassard.
Une mêlée qui tient, départ au ras de la mêlée de Daniel Brown, l'Irlandais. Et ballon récupéré par Grenoble. Avec Sudre qui s'est couché dessus, mais qui a pris juste derrière la charge des Grenoblois qui avancent et qui vont récupérer le ballon. Beaucoup de fébrilité là sur ces phases de conquête. C'est vrai que Montferrand s'est bien repris sur l'introduction de Nico. Grégory Sud qui a pris Lenny Mathieu sur le rable avec Braun qui part au ras, qui a été récupéré par Reynaud et mise au sol maintenant avec Olivier Brouzet. Ballon toujours pour les Grenoblois avec un gros déblayage de Petrou Valane. Le coup de pied de Rico Soubé. Attention, le premier sur ce ballon sera Jimmy Marlu, bien gêné par François Plisson. Et intervention avec cette touche qui a voulu jouer vite Rico Soubé. Voilà, le jeu au pied, toujours très dangereux. On l'a vu sur les derniers matchs internationaux, là encore. Et 2 fois qu'il échappe le ballon de suite, Jimmy Marlu. Oui, mais il est sous pression. C'est une grosse pression là, de la part de l'ailier de Grenoble, Plisson. Le premier essai de ce multi-rugby a été inscrit à Mont-de-Marsan où l'on retrouve Stéphane Etcheverry. Absolument, Eric. Après presque 6 minutes de jeu au stade Guy Boniface, c'est l'équipe de la section paloise qui inscrit le premier essai de ce multi-rugby, premier essai de l'après-midi, un essai de pénalisation accordé justement d'ailleurs par monsieur Patrick Thomas, concrétisant l'énorme domination du paquet d'avant de la section paloise depuis le début de la rencontre. L'essai transformé par David Ocagne. Il y a une pénalité d'Antoine Vigneault-Tuquet pour Mont-de-Marsan après 9 minutes. C'est l'équipe de Pau qui mène ici à Mont-de-Marsan 7-3. Alors on repart du côté de Montferrand-Grenoble. Toujours 0-0, 7 minutes et 30 secondes de jeu. On était parti sur une touche pour Grenoble. Grenoble qui a été pénalisé sur cette touche avec Daniel Brown qui était sorti les 15 mètres et qui est revenu derrière pendant la touche et qui a été sanctionné par monsieur Judge qui a pris 20 secondes, les 20 secondes nécessaires pour expliquer aux joueurs ce qu'il avait sifflé pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et du coup, derrière la pénalité, on a été chercher la touche avec Gérald Merceron et ce sera une touche donc pour les Montferrandais, leur premier lancé. Avec une prise impeccable en troisième sauteur de la part de Marc Reynaud avec Johnny Ngomo qui a été lancé plein champ, arrêté par Petrou Balane, récupéré derrière avec Gérald Merceron pour Abraham Tolofoa. Lui, c'est un ancien Grenoblois, ça fait longtemps qu'il est à la SM. Ballon récupéré par Gérald Merceron, le petit coup de pied par-dessus la défense de Gérald Merceron. Le premier sur le ballon sera Carmona. Non, François Plisson, il a 2 Montferrandais face à lui. Il est obligé de trouver une touche, une petite touche, et c'est une belle touche derrière pour la SMQ. Oui, c'est vrai. Un essai à Perpignan-Colomiers, un essai inscrit par Pascal Baumati après 4 minutes de jeu. Vous inquiétez pas, l'image va arriver, la voici, avec cette percée de Christophe Manas. On s'est bien passé les bras dans la ligne de 3/4 catalane avec Giordani et c'est en coin de Perpignan qui mène donc devant Colomiers. On va partir nous prendre la température du côté de Bourgoin. Bourgoin, Stade Français avec Stéphane Le Goff et François Duboissé, messieurs. Oui Eric, et on se retrouve sur les 22 mètres avec une bonne sortie de balle pour Chabal, l'international, stoppé sur la ligne des 22 mètres parisiens. 6-3, vous le voyez au score pour le Stade Français après une pénalité réussie de 55 mètres par Diego Dominguez, évidemment du côté du CSBJ. On se méfie des fautes, même lorsqu'elles sont lointaines, parce que quand on a en face de soi Diego Dominguez, eh bien tout compte. Alors que là le drop peut-être d'Alexandre Péclier, non, qui va passer à gauche des poteaux, mais une rencontre pour l'instant, François, qui se tient, on ne peut mieux. C'est vrai, en plus il y a du vent, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a du vent, c'est légèrement en faveur du Stade Français. C'est pourquoi Diego Dominguez a pris la pénalité, 55 mètres, face au poteau, elle est passée. Et ensuite, eh bien, les Bergaliens ont un petit peu de mal, c'est la première fois qu'ils sont dans le camp des Parisiens. Ils veulent à tout prix marquer, ils veulent surtout pas se faire distancer. Et pour cela, il faut vite récupérer les ballons. Et un renvoi effectué donc par Diego Dominguez, le plus loin possible. Ça va atterrir dans les bras de Alexandre Péclier, le demi d'ouverture qui sert Pierre Raski. Raski qui vient en tampon sur Mike James. Il est plaqué, ballon au sol, ça va ressortir pour Forest pour Péclier. Péclier rate terre, bien joué dans le dos de la défense parisienne. Jérôme Filiol sera en couverture dans ses 22 mètres. Il a demandé à Corletto de se replacer. Et Corletto, de ses 22, va certainement dégager le plus loin possible pour aller chercher une touche. Voilà qui est fait. Énorme coup de pied de l'arrière parisien. Qui bénéficie encore une fois du vent. Vous l'avez vu, les Bergaliens qui préfèrent jouer au pied. Alors que dans un premier temps, Stéphane, ils avaient tout joué à la main. Les premières relances à la main, vu peut-être aussi l'état du vent. Bien maintenant, ils préfèrent jouer au pied, essayer d'occuper, mais le plus bas possible le terrain. Malheureusement pour eux, Corletto les renvoie systématiquement dans leur camp. Pour l'instant, c'est plutôt difficile à gérer. Et un lancer à suivre donc pour le talonneur Judy, Jawad Judy, préféré aujourd'hui à Curnier. Jeu 2, 2, 3.
Alors ce sera en fond d'alignement là-bas pour Bonner, me semble-t-il, qui a capté ce ballon à deux mains. Et l'enchaînement des avants bergaliens avec toujours Bonner plaqué. Il va falloir vite ressortir cette balle. Michael Forest a jeté un coup d'œil derrière lui et coup de sifflet de monsieur Darrière. Stéphane, juste après un petit quart d'heure de jeu, on va faire le point sur les scores sur tous les terrains. On y va avec Montferrand-Grenoble toujours 0-0. Bourgoin mené par le Stade Français 6-3. Castres-Bordeaux-Bègles 0-0. Montauban mené par Biarritz 3-0. Dans la poule 2, Pau mène à Mont-de-Marsan. Narbonne 6-0 contre Béziers. Toulouse 3-0 contre Agen. Et Perpignan 5-0 face à Colomiers. C'est à vous. Avec Jérôme Filiol pour Dominguez, une longue sautée pour Stéphane Glas contre ses anciens partenaires et Stéphane Glas qui essaye de prendre l'intervalle. Non, il a été repris de justesse par Péclier. Un ballon pour Jérôme Filiol et on est venu récupérer cette balle. On va jouer sur le fermé là-bas avec une passe à destination de Cooks, l'un des meilleurs réalisateurs en ce qui concerne les essais de ce championnat, mais malheureusement une balle qu'il n'a pas pu capter. Oh, dommage, c'était un bon ballon de récupération. Dans un premier temps, Stéphane Glas avait transpercé, puis récupération. Malheureusement, c'est la passe de Michael Forest à son frère Anthony qui ne peut maîtriser le ballon. C'est Anthony qui lui réussit. Et c'est inscrit à Narbonne, Béziers, Rodolphe Pires. Rodolphe Pires laissé le premier essai du match inscrit par les Narbonnais qui mènent 11-0 contre Béziers. Est-ce qu'on a Rodolphe qui nous entend? En tout cas, les Narbonnais qui creusent l'écart face aux Biterrois. On va voir le ralenti de ce premier essai du match dans le derby du Languedoc, inscrit après un gros travail des avants de Narbonne. Et le score 11-0 pour les Narbonnais en attendant la transformation. Voilà, CV, vous avez vu l'essai de Skelzo, le deuxième ligne, le pilier plutôt Narbonnais. Allez, on va repartir à Bourgoin peut-être. Bourgoin, Stade Français, il y a un blessé, Stéphane Le Goff. Oui Eric, il me semble que c'est Benoît Auguste le talonneur, oui voilà, qui va se relever. Plus de peur que de mal. C'est vrai que du côté du Stade Français, il ne faudrait pas perdre à nouveau un pilier ou un talonneur. Ouais, ça commencerait à devenir délicat, mais on peut dire que les Parisiens ont parfaitement abordé cette rencontre. Ils craignaient le premier quart d'heure comme l'ensemble des équipes qui se déplacent à Pierre-Rajon. Ça devient limite. Alors que là, vous avez vu les consignes de monsieur Darrière qui siffle à nouveau une nouvelle pénalité en faveur des Parisiens. On a entreaperçu 2-3 fois Laurent Saigne ainsi que Philippe Saint-André sur le côté, sur la touche. Évidemment, il y avait un regard plutôt inquiet des deux managers et entraîneurs du CSBJ. Pourquoi? Parce que, évidemment, ce qui craignait avant la rencontre est en train, évidemment, de se passer, à savoir les coups de pied millimétrés de Diego Dominguez. Le voici, Laurent Saigne. Et évidemment, là, il y a problème pour l'instant du côté de Bourgoin. On sait que Laurent Saigne, avant la rencontre, avait demandé à ses joueurs de mettre beaucoup de pression et beaucoup de pression sur les joueurs parisiens. Pour l'instant, eh bien, c'est Paris qui met la pression. Et là, ils s'en sortent pas trop mal. Attention, les Bergaliens ont aussi perdu Chabal. Apparemment, il est sorti pour se faire remplacer. Il doit saigner. La rentrée de Alexandre Bias, le jeune. Et c'est à Montferrand, on y va direct. Et c'est à Montferrand, la petite musique. Et c'est à Montferrand, Frédéric Viard. Oui, après 14 minutes de jeu, essai marqué par Jean-Victor Bertrand pour Grenoble, avec une mêlée au centre sur la ligne des 22, le petit coup de pied de Marc Bill par-dessus la défense de Grenoble, de Montferrand. Et regardez Jean-Victor Bertrand qui dépasse Aurélien Rougerie, le tampon derrière de Sébastien Viers, et il aplatit. L'essai validé par monsieur Judge. Ça mérite peut-être un ralenti pour être sûr. En tout cas, essai validé. Donc ce qui est sûr, c'est que ça fait 5-0 maintenant pour Grenoble ici au Parc des Sports Marcel Michelin après un quart d'heure de jeu. Et la transformation que va tenter Nicolas Carmona. Il y a une tentative de drop il y a quelques minutes qu'a manqué Marc Bill pour ouvrir la marque. Là maintenant c'est fait 5-0 et peut-être Carmona. Normalement le buteur habituel c'est Frédéric Benazèche, mais comme il n'est pas là, c'est Carmona qui bute. Le coup de pied de Carmona qui ne passe pas et on en reste à 5-0 en faveur de Grenoble ici à Montferrand après un quart d'heure de jeu. Frédéric, on va rester avec vous, mais regardez juste le classement de la poule 1. Grenoble 3e, Bourgoin 4e pour l'instant. Les Montferrandais ne sont plus en play-off. On reste avec vous pour voir leur réaction. Et ça s'entend Eric, ils ne sont plus en play-off puisqu'il y a un silence de mort, entre guillemets, de cathédrale en tout cas, ici au Parc des Sports Marcel Michelin. À ça,
fait l'effet d'une véritable douche froide. Ballon récupéré par Corrodeanu, l'international roumain de Grenoble, stoppé immédiatement. Sortie Nikou pour Carmona. Carmona malgré la pression de Grégory Sudre. Et Grégory Sudre, lui, il était ici l'an dernier à la même date, mais c'était avec Narbonne et il avait été éliminé par la victoire montferrandaise, tout comme d'ailleurs Marc Reynaud. Aujourd'hui, il est avec l'ASM. Il a envie, entre guillemets, que l'histoire se répète, c'est-à-dire que Montferrand passe, parce que sinon il l'aurait mauvaise. Oui, il nous a confié tout à l'heure. En fait, sur le début de match, on a vu Grenoble jouer davantage dans le camp adverse, être un petit peu plus dangereux. On sent des Montferrandais un peu fébriles. Ils ne sont pas encore entrés complètement dans le match. Regardez un petit en avant supplémentaire là, de Grégory Sudre. Donc il y avait une superbe prise de balle en touche. Ça, c'est la fébrilité. Tout à l'heure, il y a eu aussi un Rambo 22 contré. Un petit en avant d'un Gomo juste derrière. Ça passe pas, c'est pas loin. Mais il manque les petits centimètres encore. Et la confiance va peut-être venir avec le temps. Mais pour l'instant, c'est Grenoble qui fait le jeu. Il n'y a pas encore eu la belle action du côté de l'ASM qui pourrait les libérer. Je pense que cet essai de Jean-Victor Bertrand, en l'occurrence pour Jean-Victor, c'est son 6e essai cette saison. Cela va libérer complètement les Grenoblois, ce qui fait qu'ils sont dans la bonne dynamique. Les Grenoblois, en plus, on va le rappeler, hein, mais eux ont tout à gagner aujourd'hui. Entre guillemets, c'est ce que nous disaient hier les Grenoblois. Dans notre plan de reconstruction du club, on n'a pas prévu d'être en play-off dès cette saison. Si on est en play-off, c'est un peu Disneyland, avec encore ce lancer de Coqueril qui a pu récupérer Anthony Vigna. Avec le bon relais derrière de Petru Balan, l'international roumain. Mais l'appétit vient mangeant, Fred. Donc aujourd'hui, ils savent qu'ils ne sont pas loin d'un grand bonheur. Et derrière sa ligne des 22, Carmona qui va trouver une petite touche. Et c'est au Stade Toulousain, Pierre Buet. Oui, un essai qu'on va voir, qu'on va découvrir ensemble. Lancé Yannick Bru à 5 mètres de la ligne agenaise. Prise de balle de l'Irlandais Brennan. Et regardez la belle progression des avants toulousains et qui va s'extraire de ce maul. Yannick Bru, le lanceur, qui aplatit derrière la ligne. Premier essai de la rencontre et premier essai signé du Stade Toulousain qui, on peut le dire, domine plutôt cette première période. Le Stade Toulousain qui mène après cet essai 8-0. On va voir la transformation après les ralentis. Mais le Stade Toulousain, c'est vrai, a la main sur le ballon, a la main sur ce match. Et bien emmené par Jean-Baptiste Elissalde à la mêlée et Frédéric Michalak à l'ouverture. C'est une info. Puis quand même, un petit coup dur pour le Stade en tout début de rencontre. La sortie de Cédric Soulette, il était incertain jusqu'à la dernière minute. Finalement, Guinoves et Serge Lahirle ont choisi de le titulariser. Mais son mollet n'a pas tenu. Il est sorti et remplacé par Le Cools. Voilà, on revoit cet essai de Yannick Bru. Match un petit peu particulier pour Yannick Bru. Vous vous souvenez des incidents avec Thierry Labrousse au match aller. Tentative de transformation que va réussir, je vous le dis tout de suite, Jean-Baptiste Elissalde. Le score 10 pour le Stade Toulousain, 0 pour le SU Agen après 18 minutes de jeu en première période. Et il y a eu un essai bitérois inscrit à Narbonne, Rodolphe Pires. Absolument, vous avez raté tout à l'heure l'essai de Martin Cielzo, vous avez en tout cas vu les images. Regardez la réaction de cette équipe de Béziers. Après 23 minutes de jeu, il y a eu une passe lumineuse de Julien Laharague pour son ailier Philippe Escale qui tape un petit coup de pied par-dessus. Escale va plus vite que tout le monde pour aplatir cet essai qui remet les Biterrois dans la course. Ils ont été dominés dans cette entame de match, mais les Biterrois reviennent bien grâce notamment à la science du vétéran Philippe Escale. L'ancien castré qui, on le voit, dose parfaitement son petit coup de pied. Le coup du sombrero footballistique pour venir aplatir ce ballon dans l'embut. Nous voici donc rendus à 11 points à 5 et 11 points à 7 après la transformation réussie par Jean-Frédéric Dubois. Alors que Bourgoin a égalisé contre le Stade français avec une pénalité de Péclier 6 points partout, on va prendre la direction du Stade Guy Boniface à Mont-de-Marsan pour voir où en sont Montois et Palois. Stéphane Etcheverry, Francis Delteral. À 18 minutes de la fin de cette première mi-temps, Eric, c'est l'équipe de la section paloise qui mène toujours ici 7 points à 6. Mais 22 minutes d'un rugby extrêmement tendu. On a rappelé les enjeux. Il y a énormément de fautes, pas mal aussi de brutalité. Monsieur Patrick Thomas a pas mal de mal d'ailleurs à tenir toutes les velléités autant montoises que paloises. Il a déjà distribué un carton jaune et il appelle à l'instant même l'international Damien Traille pour peut-être un plaquage irrégulier. Damien Traille, Francis, quitte ses coéquipiers pendant 10 minutes. La section joue à 14. Oui, certainement un plaquage haut. Il a considéré qu'il ne venait pas se lier au corps
du Montois et qui venait le prendre à l'épaule. C'est dangereux parce que vous avez les têtes qui peuvent taper contre les têtes, c'est dangereux. Et donc ça rétablit un peu l'équilibre parce que si tout à l'heure vous avez eu l'essai de pénalisation contre Mont-de-Marsan, c'était pour un mauvais geste justement du troisième ligne Alaoui sur le troisième ligne palois Baraguet. Carton jaune, on joue à 14 contre 15, on joue surtout à 7 contre 8 en mêlée. Mêlée qui a été près des poteaux de Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan s'est fait enfoncer, c'est de pénalisation. Donc en ce moment, on paie cher les fautes que l'on commet. Et pour l'instant, l'essentiel est assuré. Pour Pau, la section mène 7 à 6. Et pour l'instant, en play-off. Mais l'équipe de Mont-de-Marsan n'entend pas en rester là. Les débats sont très équilibrés. On se donne le change véritablement dans les phases de conquête. Et là, peut-être une occasion pour le Stade Montois d'aller porter le danger dans le camp de la section paloise avec cette touche à peu près à 30 mètres de l'embut palois. Lancé Laurent Dehez, belle prise de balle en milieu d'alignement et on progresse du côté du Stade Montois. Laurent Dehez est venu ici en soutien. Les Palois qui essaient de contenir l'assaut des Montois. Il y a Régis Son qui essaye d'en remettre une couche et vous voyez quelques brutalités encore et encore. Une sanction de Patrick Thomas. Ça se chamaille dans tous les sens. Un match extrêmement tendu. On ne va pas tarder à sortir les cartons puisque le juge de touche a appelé l'arbitre de champ. Ouais, il y a déjà eu le juge de touche et puis il y a déjà eu des cartons jaunes. Donc si ça retombe sur un joueur qui a déjà frappé, ça y a des cartons rouges qui vont sortir. Alors Pau n'a pas du tout intérêt, hein, il faut le dire très clairement. On ne va pas dire que c'est l'un ou l'autre qui est à l'origine des hostilités. C'est très difficile à voir quand on n'est pas au cœur de la mêlée. Mais il est certain que Pau n'a pas du tout intérêt à sortir, à rentrer dans ce travers parce que ça va se retourner contre lui fatalement. Regardez. Voilà le Molka, coup de tête, vous voyez, de Surgens sur un joueur de Mont-de-Marsan. Et puis il y a Guattieri qui a été appelé aussi par Monsieur Thomas. Voilà, là, bien entendu, quand il voit le coup de tête, se rebiffe, ça continue. Et voilà comment on tombe dans la bêtise. Alors, ils ont été à faire gaffe, les Palois, parce que rappelez-vous l'an dernier, les Palois étaient qualifiés dans les arrêts de jeu. Il y avait eu une pénalité à la dernière minute contre les Agenais dans les 22 mètres à peu près du camp de Pau. Et il y avait un pilier de Pau qui s'était vengé, qui avait fait sa loi. Pénalité retournée et c'est comme ça que Pau avait manqué le wagon du play-off. Oui, donnée extrêmement importante à un quart d'heure de la fin de cette première mi-temps. La section paloise joue à 13 contre 15 car Olivier Surgens a été exclu temporairement pendant 10 minutes pour ce mauvais geste. Donc la section qui joue à 13 contre 15 avec une pénalité à suivre pour l'équipe de Mont-de-Marsan qui est toujours menée sur sa pelouse du stade Guy Boniface par la section paloise, 7 points à 6. Et puis surtout Tapier qui est blessé, qui risque d'être évacué. Francis, Stéphane, on fait un point sur le classement d'abord pour voir que Pau est toujours qualifié avec un point d'avance sur Narbonne. Vous avez entendu la musique, il y a un essai qui a été inscrit au Stade Toulousain où l'on retrouve Pierre Buet. Oui, un essai inscrit par les Toulousains sur cette très belle action. Vraiment, les Toulousains dominent ce match merveilleusement avec un jeu parfaitement léché. Ici, Cédric Emmons stoppé à l'entrée des 22 mètres, mais il est du soutien. Celui de Jean-Jean, celui de Tamac. Tamac va peut-être aller marquer. Non, il est stoppé à 5 mètres de l'embut Achenet. Le ballon va sortir pour Jean-Baptiste Elissalde qui écarte très longue passe de Frédéric Michalak pour Jean Bouillou. Jean Bouillou feinte la passe et puis finalement va tout seul aplatir ce ballon derrière la ligne. C'est vraiment l'illustration du jeu toulousain aujourd'hui, un jeu parfaitement réglé et je vous le disais tout à l'heure, mené par une charnière très performante, Jean-Baptiste Elissalde à la mêlée et Frédéric Michalak à l'ouverture. Regardez cette longue passe de Michalak qui perturbe complètement la défense agenaise. Il y a des plaquages manqués et l'essai de Jean Bouillou. Le score 15-0 pour le Stade Toulousain après 23 minutes de jeu. Merci Pierre, on va rebasculer, repasser dans la poule 1 où il y a eu du 9 à Bourgoin qui a pris l'avantage devant le Stade Français. Stéphane Le Goff. François. Effectivement, Eric, pour la première fois du match, eh bien, Bourgoin mène enfin à domicile, pourrait-on dire, après 20 premières minutes relativement difficiles, François. Eh bien, Bourgoin semble avoir passé un petit peu la seconde et a pris maintenant un peu plus l'ascendant. Ils viennent jouer un peu plus souvent chez les Parisiens et ils mènent 9 à 6, donc après 26 minutes. Ouais, ils ont pris la mesure et surtout grâce au pack, grâce à 2 mêlées enfoncées. La première, une pénalité, la deuxième, un groupe pénétrant derrière et une nouvelle pénalité. Les Bergaliens sont repassés devant. Oradou à demain, c'est libéré pour Filiol. Diego Dominguez, peut-être une attaque parisienne de leur 22. Non, Raphaël Poulain qui préfère taper le plus loin possible. Et évidemment, on vous l'a dit, on vous le répète, le jeu au pied va avoir une importance cruciale.
dans cette rencontre. La preuve en est, c'est qu'il y a pour l'instant 3 pénalités à 2 et que vous l'avez encore vu, eh bien on n'arrête pas de déplacer le jeu au pied pour venir occuper le terrain adverse. Et à chaque fois que Bourgoin met la pression, ils avancent grâce à leur pack, et bien ils perdent immédiatement derrière beaucoup de terrain sur le jeu au pied de, pour l'instant, Corletto ou Poulain qui est très bien et parfait. Judy pour Papé, à deux mains, impeccable. Judy qui revient chercher son deuxième ligne pour essayer de former un maul. Michael Forest demande cette balle. Non, il préfère partir tout seul. Il a été plaqué par Benoît Auguste. Forest qui doit libérer son ballon au sol maintenant. Monsieur derrière ne dit rien. Allez, ça y est, c'est libéré. Attention. Alors vous le voyez, beaucoup de combats aussi dans les regroupements. Un ballon d'Eremodo Touni pour Alexandre Péclier qui dégage encore une nouvelle fois sous la pression de ses 22 mètres et qui va apporter le jeu un peu plus loin que la ligne des 50. Un match où aussi on a senti qu'il y avait un peu plus de tension maintenant. Et on commence à s'expliquer devant notamment Radou, Papé tout à l'heure, les piliers aussi, avec Mioud ainsi que Pucciarello. Et c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'effectivement le Stade français joue absolument la première place de la poule et pour l'instant ne demande absolument aucune information sur ce qui se passe à Montauban, évidemment, puisque leur qualification en Coupe d'Europe dépend aussi du résultat de Biarritz, on l'a dit, à Montauban. Un ballon pour Filiol. Faute de main, non pas faute de main, pardon, en avant de passe. Bien sûr, monsieur l'arrière reviendra. C'était pas un ballon destiné à Benoît Auguste, il est arrivé le premier. Regardez, voilà, il y avait d'abord Patrick Tabaco, ensuite Benoît Auguste, mais qui venait juste derrière. Une passe de trop en avant, ça sera une mêlée. Attention, mêlée, introduction. Michael Forest. Et on a vu 2-3 poussées bergaliennes pour le moment. Ballon dans les pieds de Pierre Raski et nouveau coup de sifflet de monsieur derrière. Mêlée qui a tourné. Ballon perdu. On refera la mêlée, bien évidemment, mais ça sera une introduction pour les Parisiens. Ah voilà, première mêlée perdue par les Bergaliens. Une autre petite information, c'est que Chabal était sorti un petit peu temporairement blessé. Il a retrouvé sa place, il avait été remplacé temporairement par Alexandre Bias. Mêlée, introduction, Filiol. Et la poussée bergalienne, on vous l'a dit. Cette fois-ci, on est pénalisé. On était palier, signifie monsieur derrière. Voilà, tout à l'heure, c'était la même chose. Et ici en gros plan, Nick Mallette dans les tribunes du stade Pierre Rajon et un dégagement à suivre de Diego Dominguez, à moins qu'il nous fasse le coup de tout à l'heure, c'est-à-dire de tenter cette pénalité de 55 mètres. C'était à peu près à cet endroit-là, quasiment face au poteau. Et voilà, il va la tenter cette pénalité. C'est des points à moindre frais, ils sont loin des poteaux. Pas grave pour Diego Dominguez. On a atteint la demi-heure de jeu pratiquement, 9 à 6 pour Bourgoin. Alors on le sait, hein, les Parisiens cette saison ont eu un petit peu plus de mal à l'extérieur. Qui est tendu de Diego Dominguez qui passe à nouveau, incroyable. Deuxième coup de pied de plus de 55 mètres pour le demi d'ouverture de l'équipe d'Italie qui était incertain cette semaine et qui finalement tient sa place. Et pour cause, on comprend mieux avec ces coups de pied de 55 mètres qui permettent aux Parisiens après une demi-heure. Stéphane, je vous interromps. Partout. Oui, 9 partout. Il y a eu des incidents à Mont-de-Marsan. On va retrouver Stéphane Etcheverry. Dans un contexte effectivement particulièrement hostile ces dernières minutes au stade Guy Boniface. Regardez Philippe Tapier, le pilier de l'équipe de Mont-de-Marsan qui a été victime d'un coup de tête d'Olivier Surgins. S'en est d'abord violemment pris à ses camarades qui voulaient lui indiquer la sortie du terrain. Regardez le visage de Philippe Tapier et cet œuf de pigeon. Et puis soudainement, regardez, il vient s'en prendre directement à Olivier Surgins. Et il y a Frédéric Torossian, l'entraîneur adjoint de l'équipe de la section paloise qui a surgi. S'en est suivi plusieurs minutes d'incident sur la pelouse de Guy Boniface. Frédéric Torossian, l'entraîneur de la section paloise, a même été contraint, expulsé du banc de touche. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre à 13 minutes de la fin de la première période. Philippe Tapier est sorti. Le match a repris son cours. On peut peut-être revenir juste sur le direct avec l'essai de Mont-de-Marsan. Voilà, en direct, l'essai de Mont-de-Marsan signé Régis Seul. On le voit pas, je pense qu'on va le voir dans quelques secondes. Oui, on va le voir. C'est énorme. On est à Mont-de-Marsan et on ne voit pas l'essai. Voilà qui est fait suite à une belle envolée. Allez, on va aller, on a un petit souci, vous l'avez compris, on a un petit souci à Mont-de-Marsan. On va aller à Montferrand où il y a eu du neuf puisque Montferrand est repassé en tête au score, Frédéric Viard. Oui, après une demi-heure de jeu, 6 à 5 en faveur de l'ASM avec 2 pénalités réussies par Gérald Merceron. Mais il y a quelques minutes, quelques secondes même,
Carmona, Nicolas Carmona avait l'occasion de redonner l'avantage à Grenoble avec une pénalité 25-30 mètres à gauche des poteaux qu'il n'a pas réussi à passer. 0 sur 2 en ce moment pour Carmona. Ce sera peut-être l'une des clés. On vous disait qu'il n'a pas l'habitude de buter. D'habitude, c'est Frédéric Benazèche. Là, pour le moment, il est à 0 sur 2. Et donc, 6-5 en faveur de Montferrand. Montferrand qui s'est, entre guillemets, Philippe, un peu refait la cerise hein, depuis l'essai enquêté tout à l'heure par Jean-Victor Bertrand. Attention tout de même au départ de Daniel Braun. Mise au sol. Sortie Nikou. Avec une passe difficile récupérée par Orengo qui a échappé à Johnny Ngomo, repris immédiatement par Cockerill. Avec une bonne pression de la part des Montferrandais. Ce ballon bataillé, trié, arrêté. Avec maintenant Blakey, mise au sol. On est sur la ligne médiane. Avec Petro Balan qui a évité Troy Jack. Et c'est son ancien coéquipier. Messina qui a récupéré le ballon avec derrière Elvis Vermeulen face à Marc Bill. Il est resté debout quelques secondes supplémentaires. Le ballon est toujours pour les Montferrandais avec Grégory Sudre qui va aller le chercher. Aura avec Marc Reynaud. Grégory Sudre qui écarte maintenant pour Gérald Merceron. Il a Aurélien Rougerie à ses côtés. Le petit coup de pied de Gérald Merceron pour Aurélien Rougerie. Et ce ballon qui va aller en touche. C'est dommage, il n'a pas pu garder le ballon dans l'axe pour le mettre plus tôt. Il y a eu un essai, messieurs, il y a eu un essai à Montauban-Biarritz. Judith Soula va nous le raconter, Judith. Et oui, en effet, Eric, après 30 minutes d'observation, eh bien c'est finalement Montauban ici avec le talonneur Grelon qui a trouvé la faille dans la défense de Biarritz. Eh bien Montauban mène 8-3 après 30 minutes de jeu. Et c'est non transformé. Merci Judith. Retour à Montferrand et dans quelques instants on fait le point sur tous les scores. Montferrand-Grenoble. 32 minutes de jeu, 6-5 en faveur de l'ASM avec un lancer pour les Grenoblois à 25 mètres de leur ligne de but avec une prise impeccable à deux mains de la part de Daniel Braun, le troisième ligne centre. Ouais, quel battant, quel combattant, frère. Nikou avec Rodéanou qui cette fois-ci a été pris et ballon récupéré par les Montferrandais avec Audebert. Audebert mise au sol. Ce ballon qui a été bataillé, Orengo qui a failli le récupérer et il restera Montferrandais. Grégory Sudre, il a plein de monde à gauche avec Troy Jack. Troy Jack a été longtemps incertain, il s'était bloqué le dos cette semaine. Avec maintenant Geoffroy Messina qui joue gros face à ses anciens coéquipiers. Il est passé, il a été mis au sol, il s'est relevé, il n'était pas tenu. Le ballon pour Grégory Sudre maintenant avec Abraham Tolofoua qui a contourné Vigna qui a été mis au sol. Ballon toujours pour Montferrand. C'est comme ça qu'ils ont eu leur pénalité tout à l'heure, les Montferrandais, avec Grégory Sudre qui a essayé de passer au rat, qui a été repris. Est-ce qu'il a du soutien? Le ballon récupéré par Jimmy Marlu qui n'a pas pu assurer sa passe, récupéré par Audebert, mais il y avait une position de hors-jeu à laquelle monsieur le juge va revenir et ce sera une nouvelle pénalité, Philippe, pour l'ASM. Oui, l'ASM qui commence à faire la différence. Un essai, on va revenir chez vous, messieurs. Un essai, c'est pas un nouvel essai, c'est l'essai que vous n'avez pas vu de Mont-de-Marsan tout à l'heure. Stéphane Etcheverry. Absolument, et les choses qui se compliquent donc sérieusement pour la section paloise suite à cet essai. La belle percée d'Anthony Vigneault-Tuquet et l'essai donc de Régis Son en bout de ligne. Premier essai pour l'équipe de Mont-de-Marsan, le Stade Montois qui reprend donc l'avantage dans cette rencontre et qui mène 11 points à 6 maintenant à 4 minutes de la fin de cette première période. Une belle envolée de 3 quarts, Francis. Ah oui, surtout que le terrain avait été très très bien préparé. Regardez comment tous les premiers défenseurs, un groupe de 3 défenseurs palois avaient été concentrés vers le côté de l'autre touche et donc Cabane a très très bien vu le trou. Regardez, longue passe, c'est superbement joué. Regardez comment il a sauté deux partenaires et Harry Nordo qui bien entendu ne peut rien faire face à Son et puis en plus il y a encore un partenaire pour Son qui a regardé, c'est bien fait et vous voyez tout le monde est coincé et Nordo qui ne peut rien faire. Eh bien messieurs, cela signifie que pour l'instant c'est Narbonne qui est qualifié puisque Mont-de-Marsan mène devant pour retour à Montferrand-Grenoble. On va en profiter pour faire le point sur le classement de cette poule 1 qui est la plus disputée avec les scores actuels. Eh bien Biarritz reste pour l'instant qualifié pour la Coupe d'Europe et ce sont Montferrand et Bourgoin qui sont qualifiés pour les playoffs. Frédéric, Philippe, à vous. Et les Montferrandais qui ont loupé l'occasion de prendre 3 points de plus avec le coup de pied de Gérald Merceron qui est passé juste à gauche des poteaux, mais ils viennent de récupérer le ballon, les Montferrandais, avec une belle progression des avants et un avantage signalé en ce moment par monsieur le juge. Et un avantage qui ne va pas profiter. On va revenir à la pénalité pour un regroupement en ball qui a été écroulé.
Oui, Montferrand qui joue davantage dans le camp adverse là, depuis un petit moment, notamment avec Gérald Merceron, qui joue un petit peu plus au pied. Il joue donc aussi en latéral, mais il joue beaucoup plus par le pied pour aller vite dans le camp adverse. C'est vrai qu'il joue avec le vent dans le dos. Il profite ainsi des erreurs adverses. Ils arrivent à avoir le ballon aussi en possession de plus en plus. Donc ça s'est rééquilibré après un gros départ de Grenoble. Ouais, Montferrand qui joue avec le vent dans le dos, mais qui n'a qu'un petit point d'avance. Frédéric, le temps de la pénalité de Gérald Merceron. On regarde rapidement tous les résultats pour l'instant. Montferrand donc 6-5 devant Grenoble. Bourgoin, match nul contre le Stade français SASG. Toujours pas de points marqués entre Castres et Bordeaux-Bègles. Et Montauban qui mène devant Biarritz 8-6. Dans la poule 2, Mont-de-Marsan mène d'un point devant Pau. Narbonne 14-8 contre Béziers. Toulouse 15-3 face à Agen. Et Perpignan 5-0 contre Colomiers. On reste, non, on va aller à Bourgoin parce qu'il y a un essai. Tiens, la petite musique. Il y a un essai à Bourgoin. On y va en direct retrouver Stéphane Le Goff et François Duboissé. Effectivement, essai de l'international Sébastien Chabal sur une action assez classique de la part du CSBJ. Un regroupement, tout d'abord, un ballon qui est libéré par Michael Forest. Alexandre Péclier qui feinte la croisée, qui donne à Sébastien Chabal qui arrive tel un 3/4 et qui transperce littéralement le rideau défensif parisien pour aller aplatir juste derrière les poteaux. Un essai évidemment qui sera transformé par Alexandre Péclier. Et Bourgoin qui enfin pourrait tenir fait le trou face à des Parisiens qui s'en laissent pas compter pour mener 19-12 alors qu'il reste 1 à 2 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Merci Stéphane. L'un des matchs à sensation pour l'instant, hein, c'est Mont-de-Marsan qui mène d'un point devant la section paloise. On y retrouve Stéphane Etcheverry et Francis Delteral. Oui, et la section paloise qui n'est donc pas à cet instant-là qualifiée pour les playoffs du championnat de France à 1 minute de la mi-temps. Mont-de-Marsan mène 11-10. La section paloise a payé son infériorité numérique. Ils ont joué les Palois à 13 contre 15 pendant 10 minutes. Et regardez, les Montois, tels des morts de faim, arrivent sur tous les plaquages avec beaucoup d'insistance et de détermination. Francis, la section paloise est dans une bien mauvaise ornière. C'est-à-dire, je crois aussi que les Palois ont compris qu'il fallait arrêter de durcir le jeu, qu'il fallait peut-être maintenant, ce que vous disiez en début de reportage. Un essai justement chez les rivaux des Palois, les Narbonnais, Rodolphe Pires. Oui, absolument, Eric. Et regardez cet essai marqué par les Narbonnais. Ça part d'une touche de Mario Ledesma, en regroupement autour du preneur de balle et l'efficacité du paquet d'avant au doigt qui va aller porter ce ballon dans l'embut. C'est Gonzalo Longo qui aplatit. Un essai extrêmement important. Et soyez sûr d'une chose, Eric, c'est que le poste commentateur ici de Canal à Narbonne va devenir le rendez-vous de tous les supporters narbonnais parce qu'évidemment, on suit de très près ce qui se passe à Pau et la déconvenue des Palois. Un essai qui ne sera malheureusement pas transformé pour les Narbonnais. L'arbitre vient de siffler la fin de cette première période sur la marque de 19 points à 8 pour Narbonne qui tient le bon bout, Eric. Exactement, Rodolphe. Mais il y a aussi le premier essai qui a été inscrit à Castres, Bordeaux-Bègles, Xavier Giraudon. Oui, en fin des points, en fin du jeu, avec le ballon sorti par les Castrés. Albouy, regardez l'intervention dribbling. Dans l'axe, il y a Nadeau et il y a ce coup de pied un petit peu heureux de Nadeau pour Hugo Mola qui va prendre tout le monde de vitesse et aller aplatir son 4e essai personnel et s'est transformé. Ça donne 7-0 d'une toute petite mi-temps, mais Castres prend un avantage très intéressant dans cet après-midi de top 7. Alors on va repartir à Mont-de-Marsan pour Mont-de-Marsan-Pau, mais avant ça, jeter un petit coup d'œil sur le classement de la poule 2 pour constater que c'est Narbonne qui occupe maintenant la 4e position. Les Narbonnais sont pour l'instant en play-off. Comment vont les Palois? Eh bien, ils sont menés d'un point, messieurs. Oui, ils sont menés d'un point. Nous aurons 5 minutes de temps additionnel dans cette première période avec un lancer palois Marius Tinku avec Garrick Morgan et Tinku qui est projeté en touche par des Montois qui sont vraiment plein de détermination pour préserver ce petit point d'avance qui peut s'avérer précieux. Ouais, et pour ça, les Montois ont décidé effectivement de donner beaucoup d'air au jeu, de jouer vers les extérieurs. Ils savent que les 8 avants de Pau sont des joueurs très solides, surtout quand ils jouent à 8 Désolé groupés. messieurs, essai à Bourgoin. On y va en direct retrouver Stéphane Le Goff. Et oui, le deuxième essai, Eric, le deuxième essai aussi au stade Pierre Rajon. Essai d'Eremodo Touni. On va le revoir avec Forest Chabal qui avait fait un appel. Péclier qui fait une sautée pour Glenn Davis. Glenn Davis pour Anthony Forest qui s'est intercalé. Eremodo Touni qui arrive face à Corletto et qui aplatit en coin. Superbe action tout le long sur toute la largeur du terrain avec cet Anthony Forest, l'arrière, qui vient s'intercaler dans la ligne de 3/4 pour offrir le deuxième essai à Eremodo Touni. Le score 24
2-4-15 parce que Dominguez avait tout d'abord initialement permis aux Parisiens de revenir au score 19-15, 24-15 avant la transformation d'Alexandre Péclier. Temps réglementaire terminé dans cette première période et Péclier qui va rater de justesse cette transformation. Le score 24-15 alors que le temps réglementaire dans cette première période, vous le voyez, est terminé. Ça commence à sentir bon la qualification pour Bourgoin. Repartons pour ces dernières minutes chaudes à Mont-de-Marsan-Pau. Où l'équipe de la section paloise est quasiment à son point de rupture là, dans les 22 mètres, pénalisés en conquête les Palois par Monsieur Thomas qui va offrir une occasion à l'équipe de Mont-de-Marsan d'enfoncer le clou, Francis, avec cette erreur en mêlée des Palois. Oui, une faute certainement de Sourgens, vous voyez, qui envoie son pilier gauche vis-à-vis au sol sur la mêlée. D'ailleurs, Monsieur Thomas était parti sur un coup franc et il a vu son juge de touche qui lui faisait un signe, qui lui a bien signifié que le pilier droit avait fait une faute et donc il met une pénalité. Tout à l'heure, sur le même genre d'occasion, les Montois avaient plutôt choisi, parce qu'ils étaient en supériorité numérique, la touche, mais ils avaient perdu malheureusement la balle sur leur lancée. Donc là, cette fois-ci, juste avant le repos, et si on a engagé 3 points, c'est déjà pas mal. Oui, l'équipe de la section paloise qui joue complètement à contresens là depuis un quart d'heure, ce qui a coûté très cher, 2 cartons jaunes, et puis des points qui se sont enchaînés. Et là, pour Antoine Vigneault-Tuquet, l'occasion de réaliser de passer sa 3e pénalité de l'après-midi. Il y a énormément de tension sur le banc de touche, où je vous le rappelle, Frédéric Torossian, l'entraîneur adjoint de la section paloise, a été expulsé. Il est dans les tribunes pour un mauvais geste. On va laisser Antoine Vigneault-Tuquet tenter cette pénalité. Et le ballon qui s'élève et qui passe bien au milieu des barres. 3e pénalité pour l'arrière du Stade Montois et Mont-de-Marsan qui à quelques secondes de la mi-temps mène face à la section paloise sur le score de 14-10. Vous vous en doutez, Jean-Louis Luneau que l'on voit à l'image, l'entraîneur palois est on ne peut plus inquiet. Il faudra à l'équipe beaucoup plus de réalisme pour tenter alors que le score s'envole du côté de Narbonne, pour tenter d'accrocher cette place en play-off. Ils auraient vraiment intérêt, les Palois, à se replier un peu sur quelques bases solides, essayer de jouer avec leur 8 de devant qui, quand ils jouent très groupés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est très dur à arrêter. D'ailleurs, les Montois les craignent beaucoup, c'est pour ça qu'ils jouent beaucoup sur les extérieurs dès qu'ils ont les ballons. Donc les Montois devraient essayer patiemment de prendre leur temps. C'est pas perdu, 4 points de retard. Il faut qu'ils reviennent dans le match par leurs avants tranquillement, en faisant jouer Carbonneau, en faisant jouer Ocagne, en faisant intervenir Traille. Pour le moment, ils n'ont pas les esprits trop clairs. Et c'est la mi-temps ici à Mont-de-Marsan, au stade Guy Boniface, pile après 5 minutes de temps additionnel. C'est l'équipe de Mont-de-Marsan qui mène 14-10. La section paloise à 40 minutes pour tenter d'accrocher son ticket pour les playoffs. Autre score à la mi-temps, Montferrand qui mène devant Grenoble 9-5. Et puis Bourgoin donc, qui mène 24-15 contre le Stade Français. Ça joue toujours à Toulouse où on va retrouver Pierre Buet, Toulouse-Agen, le fameux match de gala, Pierre. Oui, un match de gala qui pour le moment tourne à l'avantage des Toulousains, qui mènent toujours 15-6 juste avant cette pénalité accordée par Joël Dumais, l'arbitre de la rencontre, accordée aux Toulousains, et que va tenter Jean-Baptiste Elissalde. Je vous disais que Jean-Baptiste Elissalde évoluait aujourd'hui à la mêlée, mais il est le buteur de cette équipe toulousaine à l'ouverture, c'est Frédéric Michalak. Alors on a vu une première partie de match assez à l'avantage des Toulousains, et le score était là pour appuyer ce que je vous dis. Et puis ensuite, une première réaction agenaise, un contre qui s'est arrêté malheureusement dans les 22 mètres, malheureusement pour les Agenais. Et puis tout doucement, le match s'est équilibré. Et là, une pénalité de Jean-Baptiste Elissalde sur le poteau. Attention à bien récupérer ce ballon. C'est fait par Conrad Stolz qui, d'un grand coup de pied, renvoie le ballon hors du terrain. Et monsieur Dumais siffle la fin de cette première période sur le score donc de 15-6 en faveur du Stade Toulousain. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce match. À moins qu'on ait le temps de regarder un petit ralenti, peut-être. Cette charge, par exemple, d'Émile Tamac, le capitaine du Stade Toulousain aujourd'hui, surveillé du coin de l'œil par Samuel Nouchi et finalement plaqué par Jérôme Miquel. Les Toulousains sont venus très souvent dans le camp HD. Ils ont marqué 15 points. C'est assez logique pour le moment qu'ils mènent au score.
Voilà pour la première partie de ce multi-rugby. Il a du souffle, Eric, il est là sur le plateau de Samedi Sport. Mais c'est parti fort, vous aviez promis de la densité du spectacle, on l'a, et on a les deux. Ça n'arrête pas de bouger, c'est chaud partout, c'est parfois difficile à suivre, bien évidemment. Il y a beaucoup plus d'essais de points marqués au rugby qu'au foot. C'est pour ça qu'on vous propose de récapituler tranquillement les résultats à la mi-temps. Alors avec Jean-Jacques Amselem, Jean-Jacques Vervial, Christelle Zos et toute l'équipe. Bourgoin mène devant le Stade Français 24-15. Montferrand ne mène que de 4 points contre Grenoble, 9-5. Montauban, belle performance qui mène devant les champions en titre, 8-6 contre Biarritz. Et Castres, 7 points à 3 devant Bordeaux-Bègles. Ce qui nous donne au classement, Biarritz toujours premier, qualifié pour la Coupe d'Europe. C'est Bourgoin et Montferrand qui occupent la 3e et 4e place qualificative. Les Grenoblois sont pour l'instant éliminés. La poule 2 maintenant, là aussi on va récapituler les 4 scores à la mi-temps. Vous venez de quitter les Toulousains, on va regarder les résultats si on peut, juste avant le classement dans la poule 2. C'est la poule de Toulouse qui mène devant Agen, vous venez de le voir, 15-6. 4 points d'avance pour Mont-de-Marsan devant Pau, 14-10. 19-13, l'écart n'est pas définitif entre Narbonne et Béziers. Et petit score entre Perpignan et Colomiers, 5-0 au classement. Cela nous donne pour l'instant Narbonne qualifié pour les playoffs aux dépens de la section paloise. Narbonne 4e. Et juste pour s'amuser, on vous a proposé les poules de playoffs provisoires à la mi-temps avec tous ces résultats. Voici quels seraient les affrontements pour la 2e partie décisive du championnat. Dans la poule A, nous retrouverions Biarritz, le Stade Français, Bourgoin et Montferrand. Et dans la poule 2, Agen, Toulouse, Perpignan et Narbonne. On affinera tout ça tout à l'heure, Philippe. Voilà, on souffle un peu, le foot, et puis après on revient pour la 2e mi-temps. Allez, vous avez 3 minutes pour nous ramener vers cette grande 2e période sur ces 8 terrains qu'on attend donc dans quelques instants. 16h pile sur l'horloge du studio de Samedi Sport. Ça veut dire que dans 90 minutes à Bordeaux, ce sera en direct sur Canal le coup d'envoi de Bordeaux-Sochaux. 2 équipes qui luttent, vous le savez, pour rejoindre les fameuses places européennes. Sochaux est 5e aujourd'hui avec 1 point d'avance simplement sur Bordeaux. On va retrouver, je crois que je l'aperçois tout de suite sur la pelouse tout près, où il est là, pas dans les couloirs, vous êtes tout près des vestiaires. Bonjour à Thierry Gilardi. Thierry, c'est vrai que c'est un match où les enjeux sont assez faciles à trouver, hein. Ah oui, c'est un vrai match de haut de tableau dans ce championnat de France de Ligue 1 pour l'ouverture de la 29e journée. Vous avez rappelé le classement des 2 équipes. Ce sont 2 équipes finalement qui sont en embuscade. Le vainqueur tout à l'heure rentrera dans le club des 3, le club des 3 meilleurs clubs français qualifiables pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc c'est un vrai bon match de foot entre 2 équipes qui sont plutôt en forme. Les Bordelais, depuis la trêve, ont arrêté avec les étapes de plaine, comme le dit si joliment Elibo, puis ils ont attaqué la montagne avant de finir dans le contre-la-montre jusqu'à la fin du championnat. Les Sochaliens ont toujours été un petit peu timides à l'extérieur depuis le début de la saison. Autant à domicile, ils sont quasiment invincibles, autant à l'extérieur, ils ont été timides, sauf que ces derniers temps, ils sont allés gagner à Nantes, ils ont fait match nul à Nice et ils ont envie de faire un résultat cet après-midi au stade Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux. Croyez-le vraiment fermement, ce match entre Bordeaux et Sochaux, c'est peut-être un des grands tournants de ce championnat. Vous aurez Gaëtan Huard à vos côtés, Olivier Rouillet bien sûr pour commenter le match. Et Thierry il est toujours là, mais je suis sûr qu'en préparant ce match, il y a un téléviseur pas loin. Hein, Thierry, vous devez regarder le rugby, non? Ou alors je me trompe. Allez. Ah oui, non, j'ai regardé un petit peu les résultats. Le Stade Français qui est mené à Bourgoin. Ben voilà, ça va peut-être changer en 2e période. Allez, préparez-vous bien quand même. Et puis vous avez le droit encore pendant quelques secondes d'un œil qui dérive. Eric, on revient avec vous. À tout à l'heure, Thierry. Alors, on revient avec Eric avant de se relancer vers les 2e périodes. On va continuer à faire le point et puis les images de ce qui s'est passé déjà jusqu'à maintenant. Alors moi, je voulais revenir d'abord sur les poules de play-off qui n'étaient pas tout à fait exactes. Nous aurions dans la poule A Biarritz, Toulouse, les 2 derniers champions de France en titre, Bourgoin et Narbonne. Et dans la poule B, Agen, le Stade Français, Perpignan et Montferrand. Une chose est certaine, ça nous promet de très très beaux affrontements pour la 2e partie du championnat qu'on suivra évidemment en direct sur Canal+, jusqu'à la finale. Alors, Christelle Zos, notre script habituel sur le rugby préféré, va nous dire où est-ce que l'on peut repartir, si éventuellement cela a déjà démarré sur un stade lors de la 2e mi-temps. Mais oui, il y a un match qui est un petit peu en avance sur les autres. C'est Narbonne-Béziers. Donc je vous propose d'y retrouver tout de suite Rodolphe Pires pour le début de cette 2e mi-temps. Rodolphe.
Oui, absolument, Eric. 19-8 à la pause. Le match qui vient de redémarrer avec des Narbonnais qui se montrent toujours très entreprenants et pour cause, puisqu'ils savent très exactement ce qui se passe sur la pelouse du stade Montois et ils sont actuellement qualifiés pour ces playoffs. Alors, il ne faut pas s'enflammer évidemment pour le joueur Valentin Texidor qui vient de perdre ici ce ballon avec une récupération pour les Biterrois. Attention, parce qu'on a vu les Biterrois en première mi-temps capables de réagir avec notamment l'essai de Philippe Escal. Ouf, avec un bon plaquage, bonne défense sur Yannick Nyanga. Le ballon qui sort pour Nicolas Durand avec Dubois. Dubois qui a alerté Gargalo à l'extérieur, c'est bien joué parce qu'on va aller rechercher un joueur toujours très mobile, Grand Claude, qui a retrouvé du soutien avec un Julien Larague très en vue aujourd'hui sur la pelouse du Parc des Sports et de l'Amitié de Narbonne. Allez, ballon sorti avec Gargalo, il essaie de passer les bras, il a pu retrouver le soutien de Dianga, on est tout proche de la ligne de but de cette équipe narbonnaise. Ah, ils sont en difficulté, coup de sifflet de Monsieur Berdos, une position de hors-jeu et il y aura une pénalité en faveur de l'équipe de Béziers. Alors Durand, que va-t-il faire Nicolas Durand? Et Alain Texidor ici en gros plan et qui martyrise son chewing-gum, un peu inquiet parce que 19-8 c'est un tout petit avantage. Rien n'est fait encore, même si on continue de s'intéresser évidemment à ce qui se passe à Mont-de-Marsan, mais il ne faudrait pas s'enflammer. Regardez ici, avec ce ballon pour Gargalo qui a essayé de passer les bras, le soutien de Nyanga, la troisième ligne est là, comme elle l'a été du reste en première période. Il faut dire qu'ils ont parfaitement réagi à la domination de ces Biterrois, ces Narbonnais, pour marquer un essai en toute fin de première période. Allez, la pénalité qu'on a joué à la mer, ils ont du panache ces Biterrois. Quand on a tout perdu, il reste l'honneur. C'est ce que disent ces joueurs de Béziers qui voudraient bien réaliser un coup aujourd'hui à l'occasion de ce derby. Alors on travaille bien ce ballon avec une sortie. Oh oui, ça sera un essai. Oh, c'est un essai marqué par l'équipe de Béziers et les Biterrois qui viennent de revenir dans le match grâce à l'international Thibaut Privat, le second de ligne qui s'est extrait de ce regroupement. Regardez les supporters Biterrois ici. Eh bien ça change tout. Dites donc, c'est un peu la touche froide ici à Narbonne, puisque on se voyait bien tranquille gagner cette partie et attendre le résultat de Pau à Mont-de-Marsan. Eh bien regardez ici Thibaut Privat qui s'est extrait de ce regroupement formidable. Quelle énergie pour un essai inscrit qui ramène le score à des proportions bien plus raisonnables pour Béziers, qui décidément n'abdique pas dans cette partie. On joue depuis 4 minutes en deuxième période. Nous voici rendus à 19 points à 13 en attendant la transformation de Jean-Frédéric Dubois qui a raté tout à l'heure à l'intérieur des 22 une pénalité plutôt facile. Allez, 19-13 pour espérer passer 2 points de plus. Et non, ça va passer à côté. On va donc en rester à 19-13 en faveur de Narbonne sur sa pelouse face à Béziers après un peu plus de 4 minutes 30 de jeu dans cette deuxième période. Merci Rodolphe. Remercier son joueur du paquet d'avant. Ouais, 19-13 pour les Narbonnais. Que font les Palois? Ça vient de reprendre à Mont-de-Marsan. On y retrouve Stéphane Etcheverry et Francis Delteral. Oui, tout juste 30 secondes de jeu dans cette deuxième période. Le même score, hein, 14-10 pour l'équipe de Mont-de-Marsan et l'équipe de Pau qui a dû sérieusement se faire remonter les bretelles dans le vestiaire par Jean Lumineau et Jean-Philippe Coyola. Mais en tous les cas, on peut l'espérer parce que c'est souhaitable pour les Palois. S'ils veulent maintenant emporter leur qualification, et on le sait qu'elle compte beaucoup pour le club palois et son président, il va falloir maintenant faire du jeu et avoir le ballon, donc essayer maintenant de récupérer ces ballons. Or les Montois pour le moment eh bien, ont l'air très à l'aise sur les phases de conquête, vous voyez. Ils sont à l'initiative avec Nicolas Morlaes maintenant suite à cette pénalité accordée par Monsieur Thomas, l'arbitre de la rencontre. C'est Xavier Audu maintenant qui prend le relais. On arrive sur la ligne médiane de ce stade. Guy Boniface, Nicolas Cabane en position de demi-ouverture, ballon récupéré par Imanol Arinordoki, Marius Tinkou maintenant le talonneur de la section paloise. Ça vit toujours pour l'équipe de Pau. David Okan, la longue passe pour Damien Traille en percussion. Il est bien pris par Rida Jaouer, le 3/4 centre de Mont-de-Marsan, mais on reviendra un an avant du stade Montois, mêlé donc pour la section paloise. Il ne faudrait pas maintenant que la crispation continue, c'est-à-dire que ça ne se retrouve pas sur du jeu dur, mais sur le jeu en mouvement. Regardez Traille, bon, qui cherche le défi physique, qui tombe sur Jaouer, qui ne s'en laisse pas compter, qui le prend bien. Pas de soutien, vous voyez, autour de Traille. C'était bien, il restait debout, ils auraient pu enchaîner derrière, vous voyez, mais Barraguet arrive trop loin. Et le ballon est au sol. Et ça serait vraiment une énorme déception du côté de Pau qui a préparé ce match comme tous les plus grands matchs. 3 jours de stage, ils sont partis les Palois à Cassin dans les Landes pour préparer ce grand rendez-vous. Mais pour l'instant, on peut dire qu'ils sont passés un petit peu à côté de cette première période. Et Frédéric Torossian qui a réintégré le banc de touche après en avoir été exclu en première mi-temps
grille cigarette sur cigarette, alors que ça va venir du côté de Rida Jaouer qui reprend sa place au centre de l'attaque de Mont-de-Marsan. Et donc pour Philippe Carbonneau, l'introduction de cette mêlée importante sur la ligne médiane. Carbonneau combine derrière avec Concagne. Oui, très bien vu avec David Arieta qui vient intercaler, il fait la différence. Il passe à Pierre-Alain Nègre-Gauthier qui est pris par la défense de Mont-de-Marsan et par Philippe Patin. Ballon toujours disponible. Carbonneau pour Garrick Morgan maintenant, pris par Guillaume Chasseriot et par Fabrice Lalanne. On va rentrer dans les 22 mètres du stade Montois. Les libérations de balles sont délicates. Ça y est, c'est fait. Philippe Carbonneau pour David Ocagne. Eric Artigus qui lance Marius Tinku. Il est pris immédiatement par deux joueurs du stade Montois. Ballon toujours disponible. On lance maintenant la troisième ligne. Ballon toujours pour Philippe Carbonneau. Ça peut être dangereux pour l'équipe de Mont-de-Marsan. Toujours les Palois à la commande. Maurice Baraguet est en soutien. Carbonneau sur le côté fermé maintenant avec Artiguste. On lance Garrick Morgan qui est pris à 5 mètres de la ligne maintenant du stade Montois. Eric Artiguste en position de demi de mêlée et Carbonneau maintenant repart vite, passe volleyée magnifique pour Jean-Charles Sistac. Ça n'a pas abouti, mais monsieur Thomas sanctionne un hors-jeu du stade Montois et donc l'occasion pour Pau de revenir dans la rencontre. Il y en avait déjà eu deux ou trois. Avant la pénalité, messieurs, essai à Montauban, Biarritz, Judith Soula. Et oui, en effet, à Montauban, et écoutez, dès la reprise, les Biarros ont dû se faire remonter les bretelles dans les vestiaires. Ils sont revenus avec de belles intentions. Ici, on voit toute la ligne de trois quarts. Poussès, Cassin et puis Nicolas Brusque pour l'essai. Et c'est transformé du bord de touche par Dimitri Yachvili. Et Biarritz, c'est bien qui reprend l'avantage et qui mène 13-8. Merci Judith. Retour sur David Ocagne qui se prépare pour la section paloise, peut-être pour amener les Palois à un petit point des Montois. Oui, c'est vous dire si la pénalité est importante. David Ocagne qui a été promu buteur aujourd'hui en l'absence de Martin Pearson, le Gallois, qui devait tenir sa place, mais qui au dernier moment a renoncé pour une douleur à la hanche. Voilà David Ocagne maintenant en bonne position pour ramener son équipe à un petit point du stade Montois au tout début de cette deuxième période. Voilà la préparation caractéristique du demi d'ouverture de la section paloise qui passe sa pénalité et l'équipe de Pau revient au score sur le regard de Fred Torossian. La section n'est plus menée que d'un petit point ici au stade Guy Boniface, 14-13 pour Mont-de-Marsan. Il va bien falloir maintenant qu'ils effacent leur copie de la première période, les Palois, puis qu'ils se remettent dans un jeu qui leur convient un peu plus, comme ils viennent de faire. Ce but a été amené par de très très bonnes constructions, que ce soit dans l'axe frontal avec les avants, bien groupés, et puis derrière on a bien enchaîné en écartant le ballon, et donc il a été récompensé par ce but. Messieurs, on va faire un détour par Montferrand-Grenoble, retrouver Frédéric Viard et Philippe Sella. C'est aussi l'un des points chauds parce que Montferrand n'a pas encore creusé l'écart contre les nouveaux promus grenoblois. Et le score, Eric, n'a toujours pas changé après 5 minutes en seconde période, 9-5, toujours pour l'ASM face à Grenoble, avec cette différence notable, Philippe, c'est que depuis le début de cette seconde période, le jeu se passe dans la moitié de terrain de l'ASM. Oui, c'est vrai que Grenoble joue avec le vent dans le dos. Il y a toujours beaucoup de fébrilité. Là, c'était Montferrand qui venait de faire un en avant. Et qui a reculé sur la dernière mêlée. Là, c'est une introduction pour Grenoble. Et une mêlée qui s'est écroulée. Il va sortir le carton, monsieur le juge. Il avait prévenu les premières lignes. Si vous continuez à pourrir la mêlée, il y aura carton. Donc là, il y a carton pour Petrou Balan et pour Bozzi, Sébastien Bozzi. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'il y avait des mêlées écroulées, des petits problèmes de liaison. Et ça fait pas du tout l'affaire de Montferrand. Je vais vous expliquer pourquoi. On a pas mal de blessés du côté de l'ASM et sur le banc, on a entre guillemets en pilier que Bastien Sipielski, alors qu'on a Augustine Lopresti et Andrew le Chevalier du côté de Grenoble. On est un peu mieux équipé de ce côté-là et ça risque sacrément de désorganiser la mêlée de l'ASM qui était en train de souffrir d'ailleurs. Intervention de Philippe Guillard. Oui, c'est justement pour le coaching. Il y a donc Lopresti qui vient de rentrer pour suppléer le carton jaune. Et je n'ai pas vu le Montferrand des... Sipielski est rentré. Voilà, c'est ça. C'est Sipielski qui est rentré. Voilà. Alors, ballon dans les pieds des Grenoblois avec Nico qui a retrouvé à l'intérieur Frié, qui a été repris in extremis par Marc Reynaud, mise au sol. On est à 30 mètres de la ligne de but de l'ASM avec un bon enchaînement de Lopresti. Sortie derrière de Nico avec Marc Ville qui a retrouvé Orengo, bien pris par Johnny Ngomo. Nico bien chassé par Sipielski et pénalité. Il est arrivé sur le côté. Il est arrivé sur le côté, Bastien Sipielski.
Et ce sera l'occasion Frédéric. pour Nicolas Carmona. Frédéric, on va aller à Mont-de-Marsan parce qu'il y a une pénalité pour la section paloise que va tenter David Ocagne. Oui, rapidement, Eric, pénalité 22 mètres face au poteau pour David Ocagne, ou quand le match est peut-être en train de basculer en faveur des Palois qui ont mis de l'ordre dans leur rugby. David Ocagne à l'occasion de refaire passer Pau en tête au tableau d'affichage. Et voilà, c'est fait, la section paloise qui reprend l'avantage ici au stade Guy Boniface. Après 47 minutes de jeu, c'est Pau qui mène 16-14 face à Mont-de-Marsan. Et Pau, du coup, redouble Narbonne. Pau est en play-off. Il vient d'y avoir une pénalité à Montferrand, Frédéric. Le premier coup de pied réussi par Nicolas Carmona pour Grenoble. Grenoble qui revient à 9-8 après 7 minutes en seconde période. La domination de Grenoble dans ce début de seconde mi-temps, concrétisée par ce premier coup de pied réussi par Carmona. Et ben on a joué déjà avec la pression du côté de Montferrand. Il va y en avoir encore un peu plus. Avant de revenir chez vous, un essai inscrit à Castres. Castres Bordeaux-Bègles avec Xavier Giraudon. Oui, l'hypothétique qualification girondine qui s'éloigne, Eric, un peu plus. Regardez cette combinaison, elle est superbe avec Albouy au départ, Nadeau et Arbaud qui vont doubler parfaitement. Et qui va surgir, regardez, après ce ballon parfaitement décalé. Bien, là, c'est son deuxième essai castré. Et c'est non transformé 12-3 pour Castres devant Bègles. Et ce sera d'autant plus difficile pour les Béglés que Bourgoin mène toujours assez largement devant le Stade Français, 27-18. Retour à Montferrand. Avec une touche pour l'ASM. Il s'est fait contrer 2 fois Richard Coqueril, 2 lancers perdus tout à l'heure en première période. Là, une prise impeccable de Troy Jack avec un ballon récupéré par Gérald Merceron qui a retrouvé Geoffroy Messina. Premier match en titulaire en position de numéro 12 pour Geoffroy Messina cette saison. Et tout simplement son deuxième match. Il avait été blessé très tôt. Et on n'a pas réussi à sortir le ballon du côté de l'ASM. En tout cas, on a trop tardé. Et ballon récupéré par Grenoble. Ce sont des ballons importants que récupèrent les Grenoblois en ce moment. Oui, très important. En fait, il n'y a pas assez de soutien là sur le porteur du ballon. Ça ne paye pas suffisamment pour que les ballons sortent rapidement. Et là, sur ce ballon porté, le ballon qui ne sort pas. Donc la mêlée pour Grenoble. Antoine Ticou. Les Grenoblois qui jouent donc avec un léger vent. Et maintenant, il s'est calmé le vent. Et qui arrive à rester dans le cadre vert. C'est là certainement qu'ils vont la tenter encore une fois à 45 mètres. C'est une pénalité face au poteau. Et avec le vent. Et l'occasion de passer en tête. Parce que même si c'est calmé, il est quand même léger et en hauteur, il peut aider le ballon à passer les poteaux. Alors on a entendu monsieur Joël Jude, le pilier qui rentre en travers et qui ne se lie pas bien. Beaucoup de problèmes de liaison entre les piliers des 2 premières lignes. Frédéric, on ne bouge pas de chez vous. Je voulais simplement vous dire que le Stade Français, avec une pénalité de Dominguez, était revenu à 6 points seulement des Bergaliens, 27 pour Bourgoin, 21 pour le Stade Français, et surtout que Mont-de-Marsan vienne de reprendre l'avantage sur la section paloise grâce à une pénalité. Mais comme Grenoble peut aussi créer la surprise face à Montferrand, on reste avec vous pour cette pénalité qui ne passe pas. Alors on va aller à Mont-de-Marsan, Frédéric, voir la réaction de la section paloise. Mont-de-Marsan qui mène de nouveau face à Pau, Stéphane. Oui, ça nous promet une fin de match pleine de suspense. Mont-de-Marsan qui vient donc de repasser en tête. 4e pénalité de l'après-midi pour Antoine Vigneault-Tuquet. L'arrière de l'équipe du Stade Montois qui, sur la récupération, a fait un en avant. Un ballon de récupération avec David Ocagne. Eric Artigus qui est pris par Rida Jaouer. On essaye de conserver ce ballon, mais Monsieur Thomas revient à la première faute. L'en avant d'un joueur montois pour donner une mêlée. Frédéric Torossian toujours très très nerveux sur son banc de touche. C'est vrai que c'est dur, il y a du suspense. C'est dur, mais il ne faudrait pas, vous voyez, notamment sur ce genre de balle, que les Palois se laissent aller, vous voyez, à des choses un petit peu légèrement fantaisistes. Il faudrait, comme je vous disais, qu'ils se recadrent un peu plus sur des jeux qu'ils savent bien faire, qu'ils essaient de prendre bien ce pack montois, de bien le maîtriser. Et ensuite, ils pourront éventuellement tenter beaucoup plus de choses. Imanol Arinordoki derrière cette mêlée est pénalisé le paquet d'avant de l'équipe de Mont-de-Marsan par Monsieur Thomas, et une nouvelle pénalité dans les cordes de David Ocagne. C'est vrai que 3 points, ça fait très très cher. Les points sont extrêmement précieux. C'est le pilier gauche qui est pris, vous voyez, même le côté pilier droit, même enfin là entre le 1 et le 3, entre le 1 palois et le 3 montois, les deux étaient coupables, mais Monsieur Thomas lui a vu le pilier gauche
de l'autre côté, faute en mêlée, c'est-à-dire qu'il est très strict aussi, il a raison, il faut qu'il laisse rien passer, parce qu'autrement, ça risque de partir en quenouille. Oui, Eric. Je n'en bouge pas, juste là pendant la pénalité récapitulative des résultats. Montferrand, un petit point d'avance sur Grenoble. Bourgoin, 32. Stade Français 21. Les Bergers viennent de marquer un essai, on va le voir après. 12-9 pour Castres face à Bordeaux. Biarritz qui mène à Montauban. Et dans la poule 2, ça risque d'évoluer dans quelques secondes à Mont-de-Marsan. 22-13 pour Narbonne, 18-6 pour Agen, 8-0 pour Colomiers. À vous pour la pénalité. Et allons-y avec David Ocagne, le ballon qui s'élève et qui passe entre les poteaux. La section paloise reprend l'avantage ici au stade Guy Boniface. Elle mène maintenant 19 points à 17 à peu moins d'une demi-heure de la fin de cette rencontre. Donc nouvelle pénalité pour David Ocagne et le peuple palois qui s'est déplacé en nombre, en très grand nombre aujourd'hui. Et bien évidemment ravi, agite tous les drapeaux possibles et imaginables, avec donc le coup de pied de renvoi de Antoine Vigneault-Tuquet, ses supporters palois qui n'ont pas hésité à faire le court déplacement jusqu'à Mont-de-Marsan pour voir son équipe peut-être accrocher cette place en play-off. Récupération d'Imanol Rinordoki, le 3e ligne international, sur ce coup de pied de renvoi du Stade Montois. Et voilà, on se fait chipper un ballon encore du côté de la section paloise. Récupération Laurent Dehaze, le pilier du Stade Montois. Nicolas Morlaes dans le côté fermé avec Cabane maintenant, avec Philippe Patin bien pris par Olivier Surgens. Ballon toujours pour les Montois. Nicolas Cabane en position de demi-ouverture. Rida Jaouer, coup de pied à suivre, ça peut être dangereux pour Alexandre Bouissier. David Arrieta qui vient éloigner le danger en dernier rempart. C'est chaud sur l'embut de la section paloise. Les Palois visiblement... C'est très chaud aussi, excusez-moi, c'est très chaud à Montferrand. Montferrand, Grenoble, Frédéric. Et ce ballon à quelques mètres de la ligne, c'était sur une touche des Grenoblois. Première action avortée, on repart avec Marqueville qui a pu donner à Carmona, bien pris aux jambes par Grégory Soudre, et le ballon récupéré sur cette pénalité par les Grenoblois, alors que ça se chamaille avec Aurélien Rougerie, je crois. Il n'a pas pris le plus petit, il faut les séparer parce que ça devient méchant là. Ouais, mais il y avait eu une touche à 5 mètres et des Grenoblois derrière, une énorme pression. Et la SM a arrêté la charge à 30 cm de la ligne, même pas. Grosse défense de la part de la SM. Et alors, on va peut-être entendre ce que l'assistant de M. Juge lui dit. Alors, j'ai pas bien entendu, il a mis la main sur le micro, je crois, M. Juge. Et ce sera tout de même une pénalité pour les Montferrandais qui Alors, Frédéric, on va en profiter pour repartir à Mont-de-Marsan-Pau. Mont-de-Marsan-Pau, Stéphane Etcheverry, Francis Delteral. Oui, où la section paloise a récupéré un ballon qu'il ne fallait surtout pas perdre. Elle a réussi à éloigner le danger, mais les Montois sont à la relance avec Rida Jaouer maintenant qui rentre dans les 40 mètres de l'équipe de Pau, bien épaulé par toute sa 3e ligne. Le ballon pour Nicolas Morlaes maintenant dans l'axe pour Antoine Vigneault-Tuquet qui d'un coup de pied de déplacement du droit trompe la vigilance de Pierre-Alain Nègre-Gauthier. Encore une fois, le Stade Montois remet la pression sur la section paloise et trouve une belle touche à 5 mètres de la ligne béarnaise. Et le problème des Palois, c'est qu'ils n'arrivent pas à conserver le ballon, à enchaîner du genre, à être maître, on dirait, pendant 4, 5 ou 8 minutes. Mais pour mettre une pression continue, vous voyez, fatiguer un peu plus les Montois. Pour le moment, les Palois ne sont pas maîtres de leur jeu. Sur le classement, tout en suivant cette touche, dans la poule 1, Biarritz, Stade Français, Bourgoin et Montferrand sont qualifiés. Grenoble est éliminé. Dans la poule 2, c'est la section paloise qui est 4e. Et Narbonne, malgré le fait que les Narbonnais mènent devant Béziers, Narbonne n'est que 5e. On va suivre la suite de tout ce qui se passe dans les 22 Palois pour l'instant chez vous. Et voilà pour David Arrieta maintenant l'occasion d'éloigner le danger. Décidément la section paloise arrive dès qu'elle a la pression à récupérer ces ballons si précieux, à éloigner le danger ici par le pied gauche de David Arrieta, alors qu'il y a du coaching, du changement. L'international fidjien Vaïsalé Serevi qui va remplacer Nicolas Cabane, peut-être en position de demi-ouverture. Nicolas Cabane, auteur d'un très bon match. Il y a le pilier droit aussi du Stade Montois, Sébastien Bria, qui va être remplacé par Éric Michaud. Voilà, on essaye de redonner un peu de poids à ce paquet du Stade Montois pour essayer dans les derniers instants d'arracher cette décision. Oui, alors avec Serevi, c'est tout ou rien. On peut assister à quelque chose de phénoménal, comme il peut peut-être aussi mettre son équipe à la tombe. Espérons pour les Montois, ce ne sera pas le cas, bien entendu. Voilà la belle prise de balle d'Imanol Rinordoki en fond d'alignement. Le paquet d'avant palois qui tente de progresser. Ça y est, il y arrive maintenant avec Philippe Carbonneau à la commande. Pénaliser les Montois et ballon
Pré, il a pu donner son ballon. Voice maintenant. Et Voice qui a fait l'effort de rester debout. Cette fois, il a été prêt. Abbott. Abbott stoppé dans sa course. Le soutien de Trevor Leota. Richards maintenant. Volé maintenant. Richards. Alex King. King qui a pu donner son ballon. C'était Worsley, je crois, qui est venu chercher ce ballon en hauteur. Il faut mieux étayer, il faut dégager ces ballons et regardez, ballon encore une fois récupéré par Grenoble. Que c'est dur pour l'ASM alors que Tony Marsh ne devrait pas tarder à rentrer. On attend le libérateur du côté du public de l'ASM. Je pense qu'il va y avoir une ovation, il devrait rentrer dans quelques secondes. Alors on a fait revenir le carton jaune, Pozzi d'un côté et Balan de l'autre. Sikelski est revenu. Et la Guy, je vais vous laisser l'annoncer. Ah non, mais vous êtes gentil Frédéric, mais c'est quand même un bonheur de revoir Tony Marsh, donc c'est pour ça que c'est... Ben voilà quoi, c'est un retour un petit peu attendu parce qu'on savait qu'il allait sûrement jouer cet après-midi. Et ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu sur le terrain, je crois que ça ne va pas faire loin d'un mois et demi, 2 mois. Et voilà. L'ovation de toute une ville pour Tony Marsh qu'on attend comme le libérateur. C'est Geoffroy Messina qui est rentré. Tony Marsh, il aurait dû jouer les matchs de novembre avec l'équipe de France. Blessé, Pubalgil a été opéré. Et là, il fait son grand retour avec le ballon pour Bill dans les pieds de Jean-Victor Bertrand. Et ballon récupéré par Tony Marsh. Le premier ballon cette année 2003 pour Tony Marsh avec derrière Seb Viars. Et c'est presque un hasard, mais les Montferrandais sont en position pour la première fois de revenir en seconde période dans le camp de Grenoble. Attention à Carmona qui a pu tout de même récupérer ce ballon et qui va se dégager et concéder une touche quasiment sur la ligne médiane. Tony Marsh qui va être peut-être ce libérateur, c'est le régulateur de cette ligne de 3 quarts de Montferrand, mais aussi de l'équipe de France. Avec l'an dernier, il a fait une saison remarquable. Monsieur zéro faute pratiquement. C'est un très bon finisseur aussi. On l'avait vu c'est le régulateur, ici contre le Stade français, marqué par 2 fois. Ballon récupéré par Gérald Merceron avec Johnny Ngomo qui a pris l'intérieur sur Bill mais qui a été repoussé sur ce plaquage. Le ballon récupéré tout de même par les Montferrandais avec Elvis Vermeulen qui a été mis au sol mais qui n'a pas été tenu. Il a pu gagner un mètre supplémentaire avec Tony Marsh maintenant. Tony Marsh prêt, il peut libérer son ballon avec Grégory Sudre pour Gérald Merceron qui a retrouvé Marc Reynaud sur la ligne médiane. Marc Reynaud qui a échappé un premier plaquage avec Monsieur Juge qui s'est retrouvé dans la mêlée. Le ballon est toujours pour les Montferrandais avec Vermeulen mise au sol. Grégory Sudre qui va essayer au ras, repris aux jambes, il lui faut du soutien. Ballon toujours pour Montferrand avec Alexandre Audebert en position de demi-mêlée, passe difficile. Récupéré par Seb Viars, pris. Seb Viars, c'est ballon. Il n'a pas annoncé de plaquage au Monsieur Judge. Et ce ballon est toujours pour les Montferrandais, mais que c'est dur, ne serait-ce que pour gagner 1 mètre la défense de Grenoble. Et pour le moment imperméable, il faut une charge de Marc Reynaud pour gagner quelques mètres maintenant. Ballon toujours pour l'ASM. On se jette comme des morts de faim dans tous les sens. Il y a Sudre qui reste au sol avec Tony Marsh maintenant qui a récupéré ce ballon. Qui a été repris par Rikus Lube, le centre sud-africain. Avec un Grenoblois qui est venu plonger. Ballon récupéré, il y a son nom va jouer avec José Ringo. La faute. Mais ballon récupéré par Nicolas Carmona qui se retrouve face à Alexandre Audebert. Il a été pris par Aurélien Rougerie. Il a du soutien, celui de Braun qui a repoussé Troy Jacques. C'est une véritable bagarre en ce moment. Ce ballon toujours pour les Grenoblois avec Julien Frier au pied qui a percuté Bonzi et pénalité pour Grenoble. Pénalité pour Grenoble, une pénalité qui peut leur permettre de passer en tête après 21 minutes en seconde période. Quelle tension dans ce match, Philippe. Oui, avec une belle récupération là des Grenoblois. C'est vrai que les Montferrandais étaient en phase de conquête, mais ce ballon sortait toujours d'une manière approximative. Et derrière, ce sont les Grenoblois qui en ont profité jusqu'à ce petit coup de pied là de Frier. Et puis il a été gêné par Coquerel qui s'est mis juste devant. C'est une occasion là pour Grenoble de passer devant. Alors Julien Frier qui reste au sol, qui avait été appelé avec l'équipe de France A pour jouer contre l'Écosse. Il a été appelé pour retrouver l'Irlande également.
Ayez capitaine courage, il faut le dire, de cette équipe de Grenoble. Et encore aujourd'hui, il est très actif pendant tout le match. Alors, Nicolas Carmona, 1 sur 4 aujourd'hui. Je pense que ses coéquipiers ne lui en vendront pas, même s'il n'a pas un très bon coefficient de réussite. Si le pourcentage de On va réussite, bien évidemment revenir pour la pénalité, mais rapidement, il y a eu un essai à Bourgoin que va nous décrire rapidement Stéphane Le Goff. Et oui, Eric, retournement de situation absolument invraisemblable ici au stade Pierre-Rajon avec, vous le voyez là, Peter Devilliers qui fait une charge. Filiol qui ressort ce ballon pour qui? Pour Lombard qu'on sollicite avec sa puissance. Un ballon à nouveau libéré. Filiol pour Dominici qui rafute Michael Forrest. Et Dominici qui du coup avec cet essai remet le stade français, rendez-vous compte, à 4 points avec la transformation de Dominguez, à 4 points de Bourgoin. Le score pénalité à Grenoble qui passe. La pénalité, Frédéric, est passée pour les Grenoblois qui reprennent l'avantage à Montferrand. C'est peut-être la grande sensation de la journée. 63e minute de jeu, 11-9 pour Grenoble ici à Marcel Michelin, alors qu'un malheur n'arrivant jamais seul. On a vu Tony Marsh ressortir quasiment 2-3 minutes après sa rentrée. Apparemment c'est juste une coupure au menton, donc il devrait vite revenir sur le terrain, Tony Marsh. Mais c'est Grenoble qui est en tête maintenant, même si le ballon a été récupéré par Marc Reynaud. Il va falloir vite marquer pour les Montferrandais s'ils ne veulent pas se mettre le doute avec ce ballon qu'a pu récupérer Raphaël Chanal, qui est rentré pendant le remplacement, pendant la sortie temporaire de Tony Marsh. Il est debout, Raphaël Chanal, si ce ballon ne sort pas. Il va être rendu aux Grenoblois, bien sûr. La défense de Grenoble qui prend le dessus pour le moment, même si on est à 25 mètres. 25 mètres seulement de la ligne de but des Grenoblois, mais ils n'ont été, Philippe, jamais dangereux les Montferrandais depuis le début de la seconde période. Oui, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à se rapprocher de la ligne de but de Grenoble. De toute façon, c'est Grenoble qui a plus souvent le ballon, et puis comme ils ont un peu de vent aussi dans le dos, ils arrivent par le jeu au pied à aller plus vite dans le cas adverse. Avec Sudre qui a bien gêné Brown, les ballons d'Icou pour Jean-Victor Bertrand, qui poursuit au pied, le ballon qui reste et qui sort dans l'air de jeu. Il avait échappé au plaquage d'Aurélien Rougerie. Voilà, il y a des duels aussi entre le Pistéo et l'ailier de l'équipe de France. Jean-Victor Bertrand qui était mort de faim. On Frédéric, le point sur les résultats, parce que ça bouge beaucoup. Donc Montferrand mené par Grenoble. Bourgoin n'a plus que 4 points d'avance sur le stade français. Castres mène devant Bordeaux-Bègles. Et puis Biarritz a 5 points d'avance sur Montauban. Dans la poule 2, Pau a 2 points d'avance sur Mont-de-Marsan. Narbonne mène devant Béziers, Toulouse largement devant Agen et Perpignan aggrave largement le score contre Colomiers. C'est à vous. Avec Tony Marsh qui est revenu sur la pelouse du côté de l'ASM, et donc Raphaël Chanal est ressorti. Marc Reynaud. Et vous avez vu, on est revenu dans la moitié de terrain de l'ASM. Ce ballon porté par les avants montferrandais avec Elvis Vermeulen. Elvis Vermeulen mise au sol mais un peu seul, et encore Grégory Sud qui se fait courir à la sortie de ballon par Jeff Martin-Culé. C'est le signe aussi que la dynamique est grenobloise en ce moment avec Cockerill qui a été mise au sol, et pénalité cette fois-ci contre les Grenoblois. Il n'y a quasiment pas de vent. C'est peut-être le seul moment de cette seconde période pour le moment où il n'y a pas de vent. On est à 55 mètres. Philippe, vous feriez quoi? Non, ils sont pas ici, ils se demandent. C'est quand même très loin. Il va, je pense, dégager en touche, gagner du terrain. Jouer aussi fait, Frédéric, Philippe, je vous précise que Pau, grâce à une pénalité de David Ocagne, mène maintenant 22 à 17 à Mont-de-Marsan. 5 points d'avance pour Pau à Mont-de-Marsan. Les Palois sont pour l'instant 4e de la poule 2 et donc qualifiés. Ce n'est pas le cas de Montferrand, n'est-ce pas? Et Olivier Magne est soucieux, il a des raisons. Oui, il était pourtant confiant et se disait que normalement il y avait la place pour passer du côté de la SM. C'est pas perdu, hein. Loin de là, il reste un quart d'heure encore, mais il va falloir perdu le lancer avec Marc Bill, bien évidemment, qui ramène le jeu dans la moitié de terrain de la SM. Ce ballon qui passe entre les jambes de Seb Biars. C'est une touche à une dizaine de mètres de la ligne de but de la SM. Quand ça veut pas sourire, ça veut pas sourire. Et les spectateurs grenoblois qui sont nombreux à avoir fait le déplacement quand même, et on n'entend plus que dans le stade Marcel Michelin. C'est vrai, Montferrandais qui perd des ballons dans la